Non, c'est Sophie qu'il faut que je le mette en. Hop. Bonjour Sophie, Coucou. ça va? Eh ben ça va et vous? Oui, ça va, merci. Hop, alors je vais te passer. On a un connecté. Pardon? J'ai vu qu'il y avait Alain qui était connecté. Ben oui, Bonjour Alain. absolument. On a. Hop, je viens de te passer en animatrice, Sophie, comme ça tu pourras partager ton écran, etc. Ok, Toute autonomie. impeccable. Et bon, de toute façon, on a encore un petit peu de temps. Hop, super. Je vais le couper. Hop, et Jess. Ouais, même si je pense qu'il faudrait que je reste sur le. Ouais, si tu fais enregistrer, ça va. Du coup, je sais pas si ça va Vas-y, sur vas-y. le tien. Ouais. Vas-y, essaye. Non, je pense pas. Toi. Ouais. Euh, Ça. Alors, j'ai pas reçu de demande du coup. Je crois que c'est Sophie qui l'a reçu, du Ah, coup. c'est Comme tu l'as Sophie, mis en ouais. note, c'est accepté. Ouais, moi Vas-y. c'est ça. Ok, génial. Bon, comme ça. Super. Si tu veux faire un test, Sophie, pour voir si de partager ton écran, voir si ça fonctionne bien Ouais, depuis. je vais voir ça. Alors, mon écran il est où? T'as un micro coupé. Hop, hop. Ah oui, Je t'as. fais ça comme ça. J'ai l'écran. Et normalement, ça devrait marcher. Le truc, bon, après, je prends en même temps, je peux le laisser tourner. Récupérer mon ordi et le laisser tourner, ça me dérange pas. Je peux le laisser tourner. Je peux le laisser en route et. Ah oui, Ouais, oui. Ça marche. Ouais, ouais, c'est bon, on on voit voit bien, ouais. bien, ouais. Et je peux. Ouais, ok, c'est cool. Génial. Bon, t'es sur Nîmes du coup maintenant, c'est ça, un peu plus? Et J'espère. oui, 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 oui. Enfin, oui, bon, je vis toujours à côté d'Alès, mais oui, oui, je vais à Nîmes plusieurs fois par semaine maintenant. Ok, d'accord. Bah, n'hésite pas à passer à l'occasion si tu veux. Moi, je suis régulièrement au coworking Le Village, qui est en centre-ville, en face des arènes. Je sais pas où est Ouais, ton toi. ouais, je vois, je vois, je vois. Et Jessica, toi, t'es sur Nîmes aussi, non? Ouais, je suis sur Nîmes aussi, mais je travaille plutôt de chez moi. Et après, je viens ouais, une ou deux fois par semaine au Ouais. village bosser avec. Au village aussi, Ouais. d'accord. Si tu veux Eh qu'on se... ben, va falloir qu'on se cale au village alors. Ouais. Ouais, ou à côté, hein, c'est pas. Oui. Tu travailles où, toi, du coup, là? Enfin, géographiquement parlant? En fait, je suis chez moi principalement, et après, effectivement, je me déplace beaucoup. En fait, je me déplace dans tout le Gard. D'accord, ok. Mm. Ah, bonjour Catherine. Bonjour. Ça commence à venir. Ouais, je vais voir qu'on n'a pas reçu d'email entre-temps de personnes qui auraient du mal à se connecter. Mm. Hop, a priori, c'est là. Voilà, je parle. Bonjour. 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 Je parle dans le vide. J'avais coupé le micro. Je disais simplement, je vous préviens tout de suite, je vais être obligée de m'absenter 10 petites minutes. Hein, mais voilà, je suis pas loin, je reviens vite fait. Pas de problème, de toute façon, vous recevrez tous le replay de l'atelier. D'accord, super. Ah bah voilà, Lucas, merci Ah, avec pour le plaisir. lien. J'étais très impatiente, moi, ce matin. Oui, non, mais vous avez bien fait, de toute façon. Voilà, c'est normal. On sait que. Non, 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 Normalement, mais l'email devait bon. arriver automatiquement, mais des fois, on sait qu'il y a des petits bugs, on va dire, avec la plateforme d'envoi. Du coup, on redouble après l'envoi du lien. Bon, allez, c'est gentil à vous en tout cas. En prie. Hop. Normalement, on sera à 16 lors de l'atelier. Quand tu dis 16, c'est 16 avec nous, 16 participants. En 16 dehors de. participants. Ouais. En dehors de nous, d'accord. Eh ben, super.
Ouais, ouais. Après, je pense que peut-être la période de vacances scolaires était peut-être un petit peu moins propice là-dessus, mais bon, c'est déjà pas mal. Ouais. Hop, 28. Bon, après, hop, Bon, on va peut-être faire un petit tour de table. On va peut-être commencer peut-être par Alain et Catherine qui sont là. Mhm. allez. Allez. Bonjour à tous. Alain Duvernay-Pré. Moi, mon auto-entreprise s'appelle Le Repère Floride. Donc, en fait, c'est, on va dire, j'ai un cabinet de consultation en conseil en phytothérapie, aromathérapie. Je suis aussi intervenant dans une école de naturopathie en phyto. Et puis, j'organise des stages aussi d'initiation aux plantes médicinales sur le terrain pour apprendre aux gens, voilà, à reconnaître les plantes, à pas les confondre avec des plantes dangereuses et à comment les utiliser pour un usage familial. Alors c'est très vaste parce que c'est à la fois du terrain, mais aussi il y a pas mal de stages aussi théoriques, ouais, sur des thématiques, on va dire naturopathiques, mais en lien avec la phyto. Voilà. Puis donc, ben, c'est vrai que ça fait un moment que je pensais Oui, voilà, intervenir auprès d'entreprises, mais je sais pas trop comment m'y deux prendre. petites minutes. Ouais. Et enfin voilà, je vais avoir des billes. T'es au bon endroit, c'est bon. Ça marche. Et j'ai pas précisé, je suis dans l'Ain, mais à deux pas, enfin c'est plus ouvert sur la Haute-Savoie en fait. Et la Savoie, c'est un peu entre les trois départements. Donc ça me laisse un gros champ d'action. Mm. Et puis il y a les montagnes, hein. Et Au puis paysage aussi. cette diversité. Voilà. Ok, super. Parfait. Allez, Catherine, si tu veux bien nous dire ce que tu fais et puis si Oui. tu es déjà intervenue en entreprise aussi. Oui, tout à fait. Alors, non, déjà, je suis jamais intervenue en entreprise. Je suis de mon côté thérapeute en mémoire transgénérationnelle et karmique. Donc, j'ai un protocole de libération des mémoires transgénérationnelles et j'anime des constellations familiales également et systémiques. Et à la fin de l'été, j'ai animé une constellation systémique sur le thème être entrepreneur pour des personnes entrepreneurs autour de moi pour voir un petit peu où est-ce qu'elles en étaient dans leur posture. Et donc, du coup, ça m'ouvre la porte vers des entreprises, puisque les constellations systémiques en entreprise, c'est quelque chose qui est de plus en plus recherché. Parce que c'est très intéressant. Donc, j'ai beaucoup de choses à apprendre de l'entreprise puisque je suis une ancienne enseignante. Donc, l'éducation nationale, c'est pas vraiment une entreprise. Certes, chaque établissement est une entreprise, mais on est quand même très, très loin du monde de l'entreprise et j'ai beaucoup de choses à apprendre. Voilà. Top. Donc, de mon Parfait. côté, moi, je suis sur le Montauban, à côté de Montauban, le Tarn-et-Garonne. Donc, j'ai déjà animé des constellations familiales. J'ai aussi ma colonne vertébrale, c'est l'astrologie. Donc, j'anime des ateliers d'initiation à l'astrologie. Voilà pour l'essentiel de mon activité. Ok, génial. Parfait. Et toutes mes excuses pour les prochaines qui vont se présenter, c'est le moment où je vais devoir m'absenter. Ok, Je reviens tout de suite après. ouais, pas de souci. Merci. Alors, je vois qu'il y a Patricia, Stéphanie et Marie-Agnès qui sont arrivées aussi. Du coup, bonjour. Alors, si vous pouvez juste vous présenter rapidement, nous dire voilà, quelle est votre pratique et savoir si vous êtes déjà intervenu en entreprise, tout simplement. Allez, on va commencer par Stéphanie. Je vois qu'elle a le micro de près. Ok. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors, moi, je suis à la fois sophrologue et coach en neurosciences. Voilà, aujourd'hui, j'interviens uniquement pour les particuliers et uniquement pour les femmes, puisque j'accompagne les femmes qui ont pardon, le masque de la femme forte qui gère tout et puis en fait qui sont épuisées intérieurement. Et là, j'envisage effectivement de développer mon activité en entreprise, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Voilà. Parfait. Merci. On va continuer du coup. Ah, j'ai plus les noms de tout le monde. Allez, avec Patricia. Bonjour tout le monde. Oui, ben, moi je suis psychopraticienne
et thérapeute en EMDR. J'ai un cabinet et je souhaite justement apporter mon aide au sein d'entreprises, peut-être par des groupes de parole, la libération verbalisée, et puis peut-être d'autres pratiques aussi à côté. Et Ok, donc j'aimerais avoir justement peut-être le chemin à suivre pour pouvoir y arriver. super. Merci Patricia. Marie-Agnès? Oui, alors moi je suis à Paris, je suis kinésiologue et je fais de la reprogrammation aussi pour le cerveau et je suis coach. Donc pour l'instant, je travaille avec des individuels et en coaching, je travaille avec des personnes qui sont salariées, qui sont très mal en entreprise et qui n'osent pas sauter le pas ou qui n'osent pas changer de poste ou de secteur d'activité. Donc je travaille avec ces gens-là. Et en kinésiologie, je travaille aussi avec des individuels sur beaucoup de problèmes psychosomatiques et aussi de mal-être en entreprise. Et pour l'instant, je voudrais bien contacter l'entreprise, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. On va t'aider, c'est bon. Voilà. J'ai vu qu'il y avait Elodie qui venait de se connecter, je pense. On a perdu Elodie. Ouais. Elle n'est peut-être pas devant le PC. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Aïe. Oui, pardon, je viens de me connecter effectivement. Alors, j'ai pas entendu la question initiale, du coup, je viens juste d'arriver. Alors, si tu peux juste te présenter, enfin dire rapidement ta pratique et puis ben, si tu es déjà intervenu en entreprise. Alors, moi, je suis sophrologue depuis 1 an et je n'ai jamais encore intervenu en entreprise, mais je souhaiterais pouvoir intervenir. J'ai déjà fait pas mal de prospection par mail, mais c'est vrai que je ne sais pas trop comment m'y prendre. Pour l'instant, ça n'a pas vraiment pris. Donc voilà. Voilà pourquoi je suis là. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Alors, j'ai du mal à voir sur mon écran. Je sais pas si il y a d'autres personnes qui sont connectées ou pas? Ce qui m'étonne un peu d'ailleurs, mais bon. Non, je pense qu'on est au complet, tu peux démarrer. Donc, il y en a peut-être beaucoup qui le prennent en replay, alors j'imagine. À mon avis, ça doit être ça. Ok, il est l'heure 36, formidable. Allez, c'est parti. Du coup, je vous laisse prendre boisson, repas, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de tenir dans le temps le timing d'1 heure et demie pour pas trop déborder sur votre pause déj ou autre, voilà, ou sur la reprise du travail. Alors, du coup, ben, moi, c'est Sophie Guerriero, donc je suis naturopathe et sophrologue, intervenante en entreprise. Je suis intervenue dans des entreprises, mais aussi dans tout ce qui est périscolaire, association. Enfin, je pense que j'ai fait beaucoup de choses. Je suis aussi formatrice, donc pour une école de naturopathie et de sophrologie. Donc voilà un petit peu, ça fait combien d'années que j'exerce? Je ne sais plus. Je crois que c'est ma 5e année. Voilà. Voilà en gros. Ce qui m'a certainement aidé en fait à progresser, à développer mon activité, c'est mon passé en fait dans le marketing et la communication. Et justement, je pense que quand on se lance dans nos pratiques de bien-être et puis d'accompagnement, etc., on n'a pas toujours effectivement ces données-là, on n'a pas toujours cette formation-là de base et on ne sait pas toujours comment faire, que ce soit pour intervenir en entreprise ou même pour gérer notre entreprise parce qu'on sait quand même une entreprise qu'on a et ça, faut pas l'oublier. Donc voilà un petit peu. Moi, clairement, ce qui m'a beaucoup aidé, ben, c'est effectivement d'intervenir dans les entreprises. Je vous cache pas que voilà. Alors, on va y aller. Hop. Je vais juste baisser ça parce que je vois pas grand-chose. Voilà.
Donc là, un petit sommaire effectivement de ce qu'on va voir. Donc une introduction, une compréhension de l'entreprise parce qu'il y a quand même des choses qui ont pas mal changé ces dernières années et qu'il faut vraiment, il faut arriver à se mettre à la place de l'entreprise quand on veut pouvoir y intervenir. D'autant qu'elle a énormément évolué depuis quelques années. La manière dont on va construire son offre, parce que ça, elle est importante et qu'une offre vers les entreprises n'est pas la même que l'offre que vous avez en cabinet notamment. On va parler beaucoup de prospection, vous aider sur cette partie-là, cette prospection, ce lien qu'on va créer avec l'entreprise et de faire en sorte d'avoir un lien vraiment durable avec l'entreprise. Voilà l'idée. Parce que souvent, on se dit, allez, je suis motivée aujourd'hui, je vais prospecter, je vais passer un coup de fil, je vais essayer de proposer. Et puis, au bout de 10 appels, il n'y a rien qui fonctionne, on est démotivé et ça s'arrête là. Voilà. Donc, le but, c'est surtout de ne pas vous arrêter là. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on veut intervenir en entreprise? Alors je ne sais pas vous, quel est votre objectif avec, l'intervention d'entreprise. Ça peut être pour diversifier son activité parce que déjà, c'est vrai que, c'est pas du tout la même méthodologie et on n'est pas du tout dans le même périmètre d'action, quand on fait de l'accompagnement individuel. Quand ensuite on va en entreprise et qu'on a affaire à tout un public, c'est pas du tout la même dynamique et ça permet un petit peu de diversifier son activité et de changer un petit peu. Il y a certaines personnes qui m'ont dit: «Mais moi, ce que j'ai envie, c'est de sortir de chez moi parce que je suis chez moi toute la journée. Je vois effectivement, mes clients, qui viennent, tous les jours, mais j'aimerais bien sortir de chez moi et voir d'autres personnes». Donc ça peut être, voilà. Diversifier aussi sa source de revenus parce que, bon, effectivement, quand on accompagne le particulier, bon, déjà, on ne mise que sur, les revenus qui viennent des consultations des particuliers. Et puis, il y a des périodes, vous l'avez peut-être déjà vu pour ceux qui ont quelques années d'expérience, il y a des périodes plus propices que d'autres. Il y a des faits divers qui font que on va avoir des moments où paf, il n'y a plus personne qui vient au cabinet et puis des moments où hop, ça revient. Donc on est très, très dépendant finalement de cette source de revenus-là et c'est pas toujours l'idéal. Le fait de pouvoir compter sur une entreprise, c'est aussi super avantageux parce qu'une entreprise, elle va faire appel une fois, on va voir comment faire en sorte qu'elle fasse appel à vous une deuxième fois, une troisième fois, peut-être tous les ans. Voilà, ça peut être intéressant et c'est une source de revenus beaucoup plus fiable. Sans parler de certains impayés qu'on peut avoir, hein. Voilà. Faire parler de soi aussi, parce que c'est aussi une vitrine. Si vous allez effectivement à la rencontre de 20 personnes dans un atelier ou 10 personnes lors d'un atelier, c'est encore une fois 10 personnes qui vont vous rencontrer, 20 personnes qui vont pouvoir parler de vous autour, qui vont pouvoir vous recommander, et même ces personnes-là vont après pouvoir venir à votre cabinet pour des consultations individuelles aussi. D'accord ? C'est aussi l'occasion de développer son réseau avec d'autres professionnels. C'est toujours valorisant et toujours intéressant parce qu'on est quand même dans des professions qui sont parfois un peu isolées. Et très sincèrement, ça nous donne vraiment confiance en soi. Ça permet de se sentir beaucoup plus légitime quand vous allez faire plusieurs interventions en entreprise. Alors là, les premières sont toujours un petit peu scabreuses, mais au fur et à mesure, on gagne en assurance et même on finit par se sentir beaucoup plus légitime. On sait qu'on a un domaine où voilà, on est expert dans tel domaine et on se sent beaucoup plus légitime d'avoir parlé à plusieurs personnes, à tout un groupe de personnes en entreprise, etc. Donc finalement, c'est que du positif. La seule chose qui est négative, je dirais, c'est le temps qu'on va y passer pour pouvoir intégrer ces entreprises. Mais finalement, l'expérience en entreprise n'est vraiment que du positif. En tout cas, j'espère que ça vous motive. Grande question, c'est comment on s'y prend? Je l'ai entendu, je crois, à 2 reprises. On a envie d'y aller, mais on ne sait franchement pas comment faire. Bah oui, et ça, je comprends tout à fait. Et c'est le but de ce webinaire. Alors, première partie, on va essayer de comprendre l'entreprise. C'est important. Tac, parce qu'il y a eu pour moi une période avant Covid et une période après Covid. L'après-Covid a vraiment redispatché les cartes dans le milieu de l'entreprise, d'accord? On est passé, on a déjà beaucoup de personnes qui se sont reconverties, c'est peut-être votre cas d'ailleurs. On a beaucoup de personnes qui se sont désengagées de l'entreprise. On a maintenant une culture, des cultures qui sont beaucoup plus, on est plus, les Français ont plus cette priorité de bien-être et d'alignement, d'écoute de soi qu'ils n'avaient avant. On est beaucoup moins travail, 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 on est beaucoup plus, voilà. Donc on a des nouvelles demandes de la part des salariés. Les salariés ont besoin d'autonomie, d'indépendance, de flexibilité. Aujourd'hui, le télétravail, c'est quelque chose que beaucoup d'employés demandent. Première question d'entretien de recrutement, est-ce qu'il y a du télétravail?
Beaucoup se posent la question. Et ce télétravail, justement, alors c'est bien pour les employés, mais ça a isolé les employés de l'entreprise. Et là, du coup, on a des personnes enfin, on a des entreprises où la culture d'entreprise devient difficile à faire intégrer aux employés. On a du mal à avoir une sorte de cohésion. On a plein d'employés qui sont à droite, qui sont à gauche, qui sont en télétravail. On a du mal à regrouper, à se sentir vraiment inclus dans cette entreprise. On a beaucoup d'employés qui cherchent du sens dans leur travail. Ça aussi, qui vont chercher la valorisation, pas que financière, d'accord? Et puis, donc, comme je disais, on a beaucoup de Français maintenant où l'important, c'est aussi d'avoir une vie plus équilibrée. On en parle beaucoup. On veut plus de place au loisir, à la vie personnelle. On veut plus profiter de sa famille, etc. Et c'est quand même un truc où, avant le Covid, alors je dis pas qu'il y avait pas il y avait pas tout ça déjà, mais en tout cas, c'était beaucoup moins fort et il y avait des préoccupations qu'on avait beaucoup moins. Et bien justement, du coup, l'entreprise aujourd'hui a de vraies difficultés avec ses employés. On a du mal à gérer la flexibilité. Ben oui, parce que du coup, on a des personnes qui sont à 80%, d'autres qui sont à 50%, on a des personnes qui sont là le lundi, d'autres qui sont pas là le vendredi. Enfin, c'est très compliqué finalement d'arriver à gérer ces employés qui ont tous leurs demandes particulières. On a du mal aussi à attirer des talents parce que, comme je vous l'ai dit, les personnes aujourd'hui qui vont... Enfin, je ne sais pas si vous êtes un peu au courant, mais aujourd'hui, quand on passe un entretien, on est plus dans l'entreprise qui doit donner envie aux salariés de venir que le salarié qui doit se vendre quand même. C'est beaucoup ça. Effectivement, il faut arriver à attirer les talents. Quand on les a attirés, il faut arriver à les retenir, à les fidéliser, parce qu'ils vont peut-être chercher mieux ailleurs très facilement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une facilité de pouvoir bouger d'une entreprise à une autre. La cohésion d'équipe, ça j'en ai parlé. Et il y a aussi des nouvelles responsabilités aujourd'hui que l'entreprise a, qu'elle n'avait peut-être pas avant. Et au fur et à mesure, voilà, qui va aussi lui demander beaucoup d'investissement. On va en parler juste après. On fera des moments de questions après, hein, pas d'inquiétude. Donc, ces deux responsabilités qui sont importantes, ça, c'est des terminologies qu'il vous faut, parce que c'est des termes sur lesquels vous allez pouvoir franchement surfer. Je vais dire ça comme ça. La première terminologie, c'est la QVT, qualité de vie au travail, où là, vraiment, en fait, l'entreprise, effectivement, peut avoir envie d'améliorer la qualité de vie au travail de ses salariés. Donc ça passe par plein de choses, ça passe par les relations en fait entre les personnes, ça passe aussi par le contenu et les tâches qui sont dans le travail, ça passe par des questions de santé au travail aussi. Voilà. Donc par exemple, effectivement, sur des entreprises industrielles où il y a beaucoup de gestes répétitifs et où il y a des risques de maladies et autres, on va mettre pas mal de choses en place pour améliorer la santé au travail. Beaucoup de sociétés, par exemple dans le transport, travaillent beaucoup sur les problématiques de santé liées au sommeil pour les chauffeurs routiers, par exemple. Voilà. Ça fait partie de, effectivement, la QVT. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les entreprises n'adhèrent pas à la QVT, mais effectivement, elles peuvent le faire. La QVT, c'est quoi? Ça peut être une personne qui se charge de ça. Ça peut être une personne qui travaille sur effectivement la qualité de vie au travail en plus de son poste. Donc, par exemple, souvent, on a les ressources humaines qui travaillent sur la QVT, ou on peut avoir la personne qui s'occupe de la qualité, de la sécurité, de l'environnement, qui s'occupe aussi de la QVT. On peut avoir des équipes dédiées. Moi, je suis déjà intervenue dans des entreprises où ils étaient 5 personnes, en fait, à prendre en charge, effectivement, des marges de QVT en plus de leur travail. Donc, il y avait plusieurs postes. Il y avait une personne qui était en RH, une autre personne qui était en logistique. Voilà, c'est possible. L'autre, effectivement, dimension, une autre responsabilité dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est la RSE. Donc, la responsabilité sociétale des entreprises, où finalement, on va intégrer beaucoup de choses dans la stratégie globale de l'entreprise pour que l'entreprise, en fait, soit comment dire, plus respectueuse de plein de choses. Donc, ça va être plus respectueuse de l'environnement. Ça va être, par exemple, des entreprises qui veulent plus qu'on imprime. Voilà. Donc, vous allez vous envoyer un devis, on va vous dire non, pas par papier, non, pas par mail. Voilà.
des entreprises qui vont favoriser la production locale, donc qui vont travailler qu'avec des fournisseurs locaux. Par exemple, ça fait partie effectivement de la RSE. On a plein de choses, tout ce qui est lutte contre la corruption, et puis aussi sur le système de management qui va changer beaucoup quand on a une entreprise qui adhère, qui adhère aux critères RSE, c'est aussi un management beaucoup plus participatif. Vous voyez, c'est des choses qu'on n'avait pas du tout avant. Avant, on avait quand même une entreprise où le dirigeant, c'était très descendant en fait, hein. Le dirigeant, les strates en dessous, etc. Et ça descendait par là. Et on essaye de plus en plus, effectivement, d'avoir des managements beaucoup plus participatifs. Et en fait, nous, en tant que thérapeute ou praticien de bien-être, on va avoir notre carte à jouer dans ces évolutions de l'entreprise. Vous voyez un peu où je veux en venir? Vous voyez un peu quelle est la place que vous allez pouvoir prendre? Ça vous parle? Vous me dites, hein, si c'est pas clair. Alors, un autre terme qui est important, c'est les risques psychosociaux. Ça, vous avez peut-être déjà dû en entendre parler aussi, ou dit RPS. Donc, les risques psychosociaux, donc ça, il faut savoir que les entreprises ont des obligations de prévention des RPS. Donc, ils sont obligés de mettre en place des actions et d'allouer même, il me semble, un budget, je ne sais pas exactement combien, mais ils ont des obligations pour prouver qu'effectivement, ils essayent de prémunir des risques psychosociaux. Dans les RPS, il y a plusieurs sortes. Il y a tout ce qui va être les violences externes, tout ce qui est insultes, menaces, agressions, harcèlement, c'est des choses comme ça. On va avoir tout ce qui est vraiment stress, pression. On parle de burn-in et de burn-out. Donc burn-out, c'est clairement l'épuisement total. Burn-in, c'est le stade avant. Et on va avoir tout ce qui est vraiment violence interne, harcèlement moral, sexuel et des conflits. Tout ça, l'entreprise, elle est censée effectivement travailler pour pouvoir prémunir les salariés de ces risques psychosociaux. Et ça, peu importe le secteur, hein. Alors, pour le moment, c'est des obligations qui n'ont pas été, amendables, pour le moment, voilà. Donc, il y a énormément d'entreprises qui savent qu'ils sont censés mettre en place des actions contre les risques psychosociaux, mais qui ne font rien. Bon, j'espère qu'effectivement, un jour, il va y avoir, je l'espère, hein, des contrôles et qu'il y aura des amendes pour les entreprises qui ne respectent pas cette obligation. On est vraiment dans un nouveau monde quand même de l'entreprise. Alors, les dates à retenir pour l'entreprise. Vous allez voir qu'il y a des événements vraiment nationaux, puis après il y a des événements, il faut vraiment creuser, beaucoup plus spécifiques, mais sur lesquels, encore une fois, vous allez pouvoir rebondir et vous positionner. Donc, par rapport au RPS, par rapport à la QVT et puis à la RSE, il y a des journées importantes. La première, c'est la journée de la santé au travail, qui est généralement le 28 avril. Donc ça, c'est une journée importante pour toutes les entreprises. On a bien sûr des événements plus nationaux. Bon, il y a des entreprises qui jouent dessus et d'autres non, comme la journée de la femme le 8 mars, comme le mois sans tabac au mois de novembre, comme Octobre Rose, bien sûr, comme novembre, c'est November, je crois, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, pour le cancer, il me semble, de la prostate. Il y a bien sûr des mois comme ça qui peuvent aussi être importants et l'entreprise peut effectivement créer des actions pour ces événements-là. Mais vraiment, les plus importants, je dirais que c'est le 28 avril, la journée de la santé au travail. Et la deuxième chose, c'est la semaine de la QVCT, donc qualité de vie et des conditions de travail. Et généralement, elle a lieu du 16 au 20 juin. Cette année, c'était du 16 au 20 juin. Généralement, c'est dans ces eaux-là, 20-21 juin par là. Vous savez que toute la semaine, c'est une semaine qui est dédiée à la QVCT. Pourquoi je vous donne ça? Parce que vous allez pouvoir utiliser ces événements-là pour vous positionner. Parce que sinon, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, je vais tomber comme un cheveu sur la soupe et on ne va pas comprendre pourquoi je viens dans l'entreprise, pourquoi je viendrai. Et ça va être vraiment des excuses, entre guillemets, ou des portes qu'on va pouvoir vous ouvrir plus facilement lors de ces événements-là. Il y a aussi la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail, la QVT qui est par l'ANACT, donc c'est la QVCT qui est connue au mois de juin, et il y en a une autre qui est un peu moins connue, qui est au mois d'octobre. Voilà. Il y a plusieurs choses comme ça.
Je vous ai noté aussi la journée de la prévention contre les troubles musculo-squelettiques au mois de mai. Alors, il y en a peut-être d'autres, il ne faut pas hésiter. La semaine européenne, voilà, il y a des semaines européennes, il y a des semaines françaises. N'hésitez pas à aller voir aussi, vous, à creuser un petit peu ces thématiques-là. Il y a des journées, pour le bien-être, je crois, si je ne me trompe pas en France. Enfin, voilà, c'est des moments où justement l'entreprise peut dire, tiens, je sais que je dois mettre quelque chose en place, allez, je vais le mettre. C'est le petit truc qui va faire que je vais le mettre là en place à cette période-là parce que ça a tout son sens. OK? Donc, gardez bien ça en tête et n'hésitez pas à aller voir s'il y a d'autres dates et d'autres choses. On va parler maintenant de construire son offre parce que, effectivement, si j'arrive directement en disant, par exemple, je fais de la phytothérapie, je vous propose d'apprendre à utiliser les plantes et à savoir ce qui est comestible et à ce qui ne l'est pas en entreprise, ils vont dire, bon, ok, mais quel rapport avec moi? C'est pour Alain, ça. Alors, on a plusieurs prestations. On peut avoir effectivement vraiment une prestation 100% bien-être, type je viens pour faire de la relaxation, je viens pour détendre, je viens pour, voilà, c'est la semaine de la journée de la femme, je viens pour prendre soin des femmes, je fais peut-être une réflexo, enfin voilà, faire vraiment de la détente. La sophrologie, je vais faire une journée, une séance de détente. Regardez quoi d'autre. Ça peut être vraiment, voilà, juste pour la détente, le bien-être. La deuxième prestation, donc il faut classifier votre prestation. Est-ce que je suis dans une prestation de bien-être ou est-ce que je suis dans une prestation plutôt de santé et de sécurité? Donc, par exemple, on peut utiliser, je vais repartir sur la phyto ou l'aroma, voilà, les conseils phyto et aroma pour calmer son stress, voilà, ou pour guérir les troubles musculo-squelettiques en entreprise. Là, je vais vraiment me positionner non plus comme un prestataire de bien-être ou comme un thérapeute, je vais me positionner comme un intervenant prévention santé. Moi, c'est la carte que je joue. C'est-à-dire, je suis naturopathe sophrologue d'un côté pour les particuliers. En entreprise, je ne dis pas que je suis naturopathe et sophrologue. Ils le savent qu'après. Je suis intervenant prévention santé. Personne n'ira vous dire « Ah, mais tu as le droit d'utiliser ce terme. » Non, 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 il n'y a pas de... Voilà. Thérapeute, c'est une terminologie qu'on ne peut pas tous utiliser. Par contre, intervenant prévention santé, il n'y a pas de souci. Et je peux venir aussi pour créer plus de cohésion. Donc, par exemple, dans le coaching, enfin, s'il y en a certains, j'ai cru comprendre qu'ils font du coaching. Voilà, tout ce qui est coaching, créer de la cohésion. Comme je vous ai dit, ça peut en plus être vraiment cohérent parce que les entreprises ont beaucoup de difficultés à créer de la cohésion, à créer un esprit d'équipe. Donc, je peux aussi faire ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'effectivement, il faut essayer de prendre une offre, de vous dire je suis prestataire de bien-être, ou je suis intervenant prévention santé, ou je suis coach cohésion. Voilà, l'un ou l'autre. Si vous proposez les trois, votre message ne sera pas clair. Le plus difficile, quand vous allez vers l'entreprise, c'est d'être clair, précis. Ensuite, pourquoi est-ce que je propose ces activités-là? Donc, soit effectivement, alors par exemple, la prestation de bien-être, généralement, c'est soit la demande des employés. Les employés, ils avaient envie de faire de la méditation, ou voilà. Parfois, ça peut être de la curiosité. Ça peut être effectivement les personnes décisionnaires qui disent, tiens, on a entendu parler de ça, on essaierait bien le tai chi, une journée pour voir, voilà. Ça peut être des réponses à une vraie problématique. Moi, je suis intervenue, par exemple, en sophrologie sur quel comportement avoir face à un client en colère. Ils avaient vraiment des soucis avec ça, des clients en colère et des mauvaises, généralement, des employés qui ne savaient pas y répondre et qui avaient tendance à perdre leur sang-froid. Voilà. Comme ça, on répond à une problématique. On peut avoir des fois des ruptures aussi dans le dialogue entre la hiérarchie et les employés. Donc, par exemple, là, on va arriver, on a une problématique, on va venir, finalement, on va aider à solutionner la problématique. Et vous allez voir que clairement, il faut que vous arriviez la plupart du temps avec une offre qui solutionne quelque chose.
ça peut être effectivement une activité qu'on va proposer dans un projet plus global. Ben, par exemple, effectivement, il y a des entreprises qui mettent en place tout un projet pour améliorer les troubles musculo-squelettiques des entreprises. Donc, je pense surtout aux industriels, hein, qui souvent, enfin, il y en a aussi autrement, mais souvent, vous savez, quand on est sur le travail de chaîne, on fait toujours le même geste et ça crée souvent des tendinites et des problématiques, voilà, au niveau des bras, au niveau des épaules, des choses comme ça. Donc, ils vont mettre tout un programme en place sur toute l'année pour essayer d'aider les employés à ne pas avoir ces troubles musculo-squelettiques. Il y aura plein de choses. Il y aura peut-être effectivement un ostéopathe qui va venir, il y aura peut-être un kiné, il y aura peut-être, on sait rien, un diététicien. Et on va peut-être faire appel à vous pour effectivement venir également aider sur ce projet-là. Donc, vous devez vous poser cette question-là. Pourquoi proposer cette activité-là? Si je viens effectivement proposer de la kinésiologie, pourquoi est-ce qu'on me prendrait? À quoi ça servirait de mettre de la kinésiologie en entreprise? Si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, malheureusement, vous n'arriverez pas à vous vendre. C'est aussi simple que ça. Une fois que j'ai compris et une fois que j'arrive à saisir l'intérêt de ma prestation dans l'entreprise, donc je sais que je peux apporter quelque chose à l'entreprise parce qu'ils ont telle et telle problématique et j'y réponds, parce que je vais vraiment apporter telle et telle chose, pourquoi est-ce qu'on me choisirait moi? J'apporte de la sophrologie dans l'entreprise, c'est bien, mais ils ont certainement vu 10 autres sophrologues qui leur a proposé la même chose. Pourquoi moi? Et là, c'est l'autre axe sur lequel vous devez travailler. Donc, avant même d'appeler qui que ce soit, avant de définir votre offre, vous devez, là, ce que je vous dis là, vous devez vraiment le définir. D'accord? Pourquoi moi? Est-ce que c'est parce que mon offre est originale et qu'il n'y a personne d'autre qui est capable, effectivement, de le proposer? Peut-être. Est-ce que c'est mon domaine d'expertise que j'ai? Voilà, j'ai travaillé toute ma vie avec des enfants. Je vais intervenir sur un public d'enfants, par exemple. Est-ce que c'est par recommandation? On me choisit moi parce que effectivement mes interventions sont prouvées. Donc généralement quand on commence, on n'a pas beaucoup de recommandations. Est-ce que c'est parce que j'inspire la confiance? Est-ce que c'est parce que ma personnalité, elle est telle qu'on va m'appeler? Est-ce que c'est mon tarif qui est attractif? Voilà, essayez de trouver votre valeur à vous, différencier pourquoi est-ce qu'on me prendrait moi et pas un autre sophrologue. Parce que si vous proposez, je reprends le cas de la sophrologie, si vous proposez des séances de sophrologie pour calmer le stress des employés, comme tout plein d'autres sophrologues le proposent, et que vous arrivez en disant, ben voilà, moi je suis sophrologue, j'ai une entreprise pour faire ça, vous avez la même offre que tout le monde, vous avez la même, exactement la même chose que les autres, et ça ne va pas vous différencier, c'est pas vous qu'on va appeler. Par contre, si vous donnez un petit truc, moi je fais en sorte, je sais pas, moi j'interviens directement sur les plateaux des entreprises avec quelques exercices de respiration pour qu'ils puissent effectivement appliquer ça dans leur quotidien. Bon, là déjà, c'est peut-être autre chose que ceux qui proposent systématiquement 1 heure et demie de sophrologie toutes les semaines. Ça, c'est important aussi de vous adapter à l'entreprise, énormément. Je le note énormément parce que on vient dans l'idée, on se dit, allez, je vais aller vendre ma prestation. Ma prestation, c'est 1 heure et demie d'atelier, 10 à 15 personnes. Hop, c'est impeccable. Et vous allez voir qu'à coup sûr, à 80% des cas, on va vous demander autre chose. On va vous dire, est-ce que vous ne pouvez pas le faire en 45 minutes? Alors, à vous de voir aussi où sont vos limites. Je peux ou je ne peux pas. Ça m'est arrivé de dire non. Ça m'est arrivé de dire, écoutez, moi, mes ateliers complets sont d'1 heure et demie. Si vous voulez 45 minutes, il n'y a pas de souci. Mais en entreprise, je ne fais pas de sophrologie en 45 minutes. Je fais des exercices de respiration, je fais des relaxations dynamiques, je fais de la relaxation. Mais vous verrez que déjà, les personnes, quand ils sont sur leur lieu de travail, le temps qu'ils arrivent à décrocher de leur travail, de leurs appels, de leur rendez-vous d'après, de leur réunion qu'ils viennent d'avoir, etc., ils ont déjà besoin d'un bon quart d'heure pour arriver à déconnecter et à se mettre dans votre atelier ou votre séance ou dans votre prestation.
Donc voilà. Moi, j'ai vu des entreprises, par contre, où on m'a dit, ah, on a fait je sais pas si c'était pas de l'hypnose ou de la relaxation, on avait 20 minutes. Voilà, à la chaîne. Blam, 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 blam. Alors, tant mieux hein, s'il y en a qui arrivent à le faire, mais vous n'êtes pas obligé, vous, de dire oui à tout. D'accord? Vous pouvez dire, bah non, je peux pas. Ça vous sera. Alors, vous passerez peut-être à côté de quelque chose, hein, mais en même temps, bah, il vaut mieux faire une prestation de qualité que de venir faire un truc à la va-vite et qu'on dise bah, que ça n'avait aucun intérêt. Voilà. Hop. Donc, ça, c'est pour choisir son offre. Alors, très très important, certaines entreprises mettent en place une politique de bien-être pour améliorer le confort des employés ou pour fidéliser, mais pas toutes. Et honnêtement, de par mon expérience, il y en a quand même pas beaucoup. Il y a 63%, j'avais vu ce taux-là, 63% des entreprises qui mettent en place des actions de bien-être dans leur entreprise. Donc c'est super chouette, sauf que c'est uniquement les grandes et très grandes entreprises en France. En gros, on est sur du Louis Vuitton, L'Oréal, Danone, Sanofi, Google France. Alors, si vous arrivez à rentrer, félicitations. Mais on ne vit pas tous en région parisienne, on n'est pas tous à côté de ces grandes multinationales françaises. Voilà. Alors, du coup, il faut savoir que les autres entreprises, le reste et certainement la plupart des entreprises que vous pourrez toucher, ne vont pas vous faire intervenir pour du bien-être ou pour juste effectivement faire du bien aux employés. Ils vont réfléchir avec un ROI, ça s'appelle Return on Investment, ça veut dire retour sur investissement. C'est-à-dire, c'est aussi simple, surtout aujourd'hui qu'on est tous dans une optimisation des coûts de l'entreprise. Je veux bien payer quelqu'un, un prestataire pour venir faire une action en entreprise, mais j'attends en face quelque chose. C'est pas juste pour occuper mes gars pendant une demi-journée. Je veux que, une fois que la personne est repartie, je veux vraiment qu'il y ait eu un retour sur l'investissement. Donc, bah, ça va être effectivement de leur donner des choses pour qu'ils soient plus efficaces, qu'ils soient peut-être plus concentrés au travail, pour qu'ils soient, voilà, tout plein de choses. Donc, il faut qu'il y ait un objectif dans votre intervention. Ah, là, j'avoue, je complique toute la tâche, hein. Mais votre intervention, vous devez donner un objectif avec aussi votre interlocuteur dans l'entreprise. Pourquoi on intervient? Et là l'objectif, il est défini avec l'objectif SMART, ça s'appelle. Un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et timé, donné dans un temps bien défini. Essayez de travailler avec cet objectif SMART. Alors, je ne vais pas trop le détailler, mais vous pourrez aller un peu creuser derrière le webinaire. Vous regarderez ceux qui ne connaissent pas. Comment est-ce qu'on définit un objectif SMART? Dire, voilà, je viens en entreprise, on discute avec l'interlocuteur, le RH par exemple, et puis on se dit, bon, effectivement, ça serait bien que les gens arrivent à mieux gérer leur stress. Je vais faire 4 séances de sophrologie ou autre. Et puis les gens arriveront mieux à gérer leur stress. L'entreprise, elle a besoin de faits réels et de faits et de chiffres. Dites-lui clairement qu'au bout de... C'est un peu ça qu'on attend de vous, hein, c'est un peu dur, mais qu'au bout de 4 séances, il va y avoir, j'en sais rien, moins 10% de burn-out, je ne sais pas, moins de tant de pourcentage de conflits. Voilà ce qu'on attend. Donnez vraiment des clés, des chiffres pour pouvoir appuyer votre intervention et qu'elle soit vraiment utile à l'entreprise. Alors, ça ne sert à rien de donner des chiffres dans le vent non plus, mais voilà. J'ai fait, moi personnellement aussi, il faut que ça puisse paraître, j'ai fait beaucoup d'interventions, c'était très demandé, sur le tabac. Et donc, j'ai fait effectivement des interventions en entreprise sur comment arrêter de fumer, donc des interventions plus sous forme d'atelier, mais également, j'ai fait faire des séances de sophrologie collective et individuelle sur le sevrage tabagique en entreprise. Donc, comme quoi ça se fait. Et j'ai défini mon objectif SMART qui était, voilà, je sais pas, j'avais 5 personnes. Mon objectif, c'était qu'il y en ait au moins 2 qui arrêtent définitivement de fumer. Donc 6 mois après, il fallait que qu'il y ait 2 personnes sur les 5 qui arrêtaient de fumer. Et vous savez quoi? On a comparé mon offre avec d'autres offres.
On m'a comparé avec, il y avait un autre coach qui faisait un truc comme ça en entreprise et lui, il proposait 30% d'arrêt du tabac, etc., garantie, voilà. Donc, c'est que vraiment, il faut aussi parler chiffres avec l'entreprise. Alors après, quand on ne peut pas tout à fait mesurer, il faut essayer quand même une projection. Il faut quand même essayer effectivement un maximum de projection pour l'entreprise. Alors, maintenant, on va essayer de séduire l'entreprise avec un vocabulaire qui lui va bien. Il faut lui dire qu'on comprend ses problématiques. Donc, les problématiques de l'entreprise, c'est les problématiques d'absentéisme. On a beaucoup de gens qui s'absentent. On a beaucoup d'arrêts maladie en entreprise et c'est souvent ce qui pénalise toutes les personnes qui, elles, ne sont pas en arrêt maladie. Les accidents du travail, c'est les préoccupations des entreprises. Les conflits, les ruptures hiérarchiques, le stress, le burn-out, le manque d'engagement. Et parfois, les problématiques de l'entreprise, c'est d'avancer dans des périodes transitoires, par exemple, quand il y a un rachat d'entreprise, quand il y a, comment dire, pas une liquidation, mais avant, une période de redressement. Voilà, toutes ces périodes transitoires de l'entreprise, ça peut être problématique. Donc, quand je vais m'adresser à l'entreprise, je dois voir donc qu'est-ce qui la préoccupe le plus en ce moment et comprendre sa problématique. Et je vais tenter d'y répondre. Encore une fois, je ne viens pas me positionner comme un praticien bien-être lambda. Je comprends qu'il y a un problème d'absentéisme. Voici ce que je peux mettre en action pour vous aider à vaincre l'absentéisme dans votre entreprise. Hop. Mon offre en face, bah, ça peut être, voilà, j'améliore plus de positivité au travail, un esprit d'équipe, une cohésion. Donc là, on est effectivement mieux au travail. Si on est mieux au travail, ben, on est un peu plus engagé. Il y a un peu moins d'absentéisme. Je peux faire une offre où je vais améliorer la concentration, donc moins d'accidents de travail, par exemple. Ça peut être la préparation mentale ou physique. Ça peut être effectivement des ateliers de confiance en soi, des choses comme ça pour des managers. Voilà. Ça peut être des ateliers, des coachings pour améliorer la cohésion entre tout le monde, entre la hiérarchie et puis les employés, par exemple. La gestion du stress, sommeil, troubles musculo-squelettiques, addiction. Vous voyez, je mets vraiment en place mon offre en face des problématiques de l'entreprise. Je vais lui parler un langage qu'elle comprend. Après, on verra comment on fait ça, d'accord? Mais je veux dire, là, aujourd'hui, ce qu'elle a besoin, l'entreprise, c'est j'ai des problèmes. En face, vous vous positionnez comme quelqu'un qui va aider à résoudre ces problèmes. Après, je dirais, c'est pas peu importe ce que vous proposez derrière, que ce soit sophrologie, kinésiologie, MDR et autres, mais il faut positionner avant tout, effectivement, votre offre comme une réponse à un problème. C'est pour ça que moi, j'utilisais ce mot intervenante en prévention, intervenante de prévention santé. Voilà. Et non pas naturopathe et sophrologue, parce qu'ils en avaient rien à faire de que j'étais naturopathe et sophrologue. En fait, ce qui les intéressait, c'est juste finalement l'atelier que je propose par rapport à la problématique qu'ils ont. Je vais donner des outils, effectivement, pour arriver à gérer son stress, à gérer les tensions musculo-squelettiques sur le poste de travail. C'est quoi ces outils? C'est de la respiration, c'est de la détente musculaire. Est-ce qu'il y a besoin de dire que c'est de la sophrologie? Si vous voulez, vous pouvez le dire, bien sûr, mais avant, j'ai positionné finalement ce que je fais et ce qui peuvent, voilà, l'objectif. Alors, les différents types d'interventions. Donc, vous avez vu, là vraiment, le cheminement que j'ai eu jusqu'ici, il faut bien le suivre, d'accord? C'est-à-dire bien réfléchir à mon offre, à pourquoi mon activité en entreprise, pourquoi moi. Hop, ma réponse, mon offre par rapport à la problématique de l'entreprise. Et une fois que j'ai défini tout ça, je passe à finalement la structure de mon offre. Vraiment, qu'est-ce que je vais proposer comme type d'intervention? Donc là, il existe plusieurs types d'interventions. Je peux faire des séances individuelles ou collectives. Donc mes séances individuelles, elles peuvent être sur site, donc directement dans l'entreprise, mais elles peuvent être aussi en dehors.
Par exemple, vous pouvez avoir une entreprise qui vous dit bah, je vous envoie les employés qui vont venir directement dans votre cabinet. Pourquoi pas. Séance individuelle, collective. Collective, c'est souvent sur place. Ça peut aussi être fait en dehors, mais c'est plus rare. Voilà. Les séances individuelles, voilà, ça va être généralement à peu près 1 heure. 1 heure, voire moins. Des fois, les entreprises, c'est 45 minutes parce que c'est sur la pause déjeuner, donc il faut aller vite. On peut avoir du team building. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui va être à la demande et c'est bien spécifique et ça sera en groupe. Donc ça va être par exemple, on peut vous demander d'intervenir sur un team building dans un château ou dans un parc parce que c'est une journée, voilà, une journée château, une journée parc. On peut avoir des ateliers. Là, donc la différence entre un atelier et une séance individuelle collective, c'est que l'atelier va avoir une partie théorique. On allie théorie et pratique. Donc l'atelier est plus long qu'une séance. Ça va de 1h30 à 2 heures. On pourrait même faire 3 heures, mais ça peut être long. Donc, typiquement, sur un atelier de gestion du stress, je vais avoir l'explication effectivement de ce que c'est que le stress. On peut avoir l'explication du burn-in, burn-out pour bien faire la différence. Ça va être sensibiliser, par exemple, les équipes sur est-ce qu'ils se sentent stressés. Ils vont tous vous dire ah non, moi je suis pas stressée. Donc ça peut être leur poser plein de questions ou leur faire passer un test. Il y a une échelle du stress, je ne sais plus comment ça s'appelle. On peut faire passer un test, voilà, pour se rendre compte, en fait, si je suis stressée, voilà, il y a cette partie théorique. Maintenant, je vais vous donner la pratique, comment je peux gérer mon stress. Et en fait, votre atelier, au lieu d'appeler ça atelier gestion du stress, machin, non, vous allez le vendre dans l'entreprise en disant apprendre à reconnaître les signaux d'alerte du stress et du burn-out et avoir les premiers gestes pour pouvoir apaiser son stress. Vous voyez la différence de positionnement quand on positionne ça plutôt que de dire je vous appelle pour vous proposer un atelier de gestion du stress. On peut avoir des webinaires ou des conférences, donc 1 à 2 heures, ça dépend. Il y a pas mal de théories souvent. Les conférences, globalement, c'est que de la théorie. Après, un webinaire, il peut y avoir aussi un peu de pratique, ça dépend comment c'est organisé. Et enfin, très drôle, il peut y avoir le stand. Alors là, vous me voyez sur la photo. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais c'est moi qui étais effectivement en photo, en train d'animer effectivement sur un stand, donc vraiment dehors sous un barnum. En plus, il pleuvait, c'était atroce, il faisait froid, je ne vous raconte pas. Ah oui, faut être prêt à toutes les conditions climatiques. Et du coup, c'était une animation, là, pour le coup, justement, sur le sommeil auprès des transporteurs, donc souvent des publics routiers. Et ils avaient une journée comme ça, c'était une journée prévention santé, donc voilà. Donc je suis intervenue toute la journée par petits groupes. Ils venaient quand ils voulaient, on faisait des tests, on faisait des activités, enfin, voilà, il y avait de la théorie, il y avait un peu de pratique aussi pour certains. Le stand, ça peut être quelque chose effectivement que vous allez mettre en place à la demande de l'entreprise. Ça peut aussi vous être utile de faire ce genre de choses vous-même pour communiquer sur votre pratique. Si vous voulez faire des stands gratuits, il y en a qui le font sur des marchés, il y en a qui le font dans des magasins spécialisés, voilà. Bon, la difficulté du stand, c'est qu'effectivement, vous êtes vraiment, vraiment soumis à... Vous ne savez pas du tout forcément à quoi vous attendre, donc il va falloir beaucoup, beaucoup de capacité d'adaptation. Parce que vous ne savez pas qui va venir vous voir, combien de temps la personne aura à vous allouer. On ne peut pas partir sur 1 heure de consulte, il faut vraiment vous adapter. Mais généralement, c'est une première prise de contact pour creuser un peu plus derrière, quoi. Hop! Une fois que j'ai défini mes prestations, pareil, trois axes. Est-ce que c'est une prestation one-shot, donc en une seule fois? Est-ce que c'est une prestation qui rentre dans un suivi ou est-ce que c'est une prestation de long terme? Généralement et très souvent, la première prestation qu'on fait en entreprise, c'est une prestation de découverte. Souvent, c'est une prestation one-shot. Ça peut être du bien-être événementiel dans un team building, ça peut être un atelier thématique, enfin voilà. On a une journée sécurité, on aurait bien voulu que vous interveniez pour améliorer la concentration des employés. Ok, en gros, on va venir se greffer à plein d'autres choses et on va faire une prestation one-shot ce jour-là. Donc, il y a des prestations comme ça. Il y a des prestations suivies, donc, où on peut proposer
soit un programme d'accompagnement, soit un pack de plusieurs séances. Typiquement, le sevrage tabagique, ça se fait pas en une séance, ça se fait voilà, un pack de 4-5 séances de sevrage tabagique en entreprise. La confiance en soi ou la gestion des conflits, c'est pareil, ça peut être un pack, des packs de plusieurs rendez-vous, parce qu'on sait bien qu'en un seul, on va pas forcément arriver à aller jusqu'au bout. Je regarde un petit peu. Ouais. Et enfin, on peut avoir. Ouh, bah alors. Voilà. Et on peut avoir une prestation de long terme avec, là, ça, c'est en gros le Graal. Le Graal de l'intervention en entreprise. Un contrat sur plusieurs mois pour une mise en place permanente de prestations d'entreprise. Et là, on est content. Donc là, effectivement, ça peut être par exemple, alors n'ayez pas peur de le proposer, franchement. Ça peut être dans une entreprise, ben je viens tous les jeudis après-midi, vous me prêtez une salle et puis je suis là de 14h à 18h tous les jeudis après-midi. Vient qui veut, quand il veut, pour des prestations individualisées sur place. Alors, comme je vous dis, on fera presque jamais appel à vous directement pour ce type de contrat. On va déjà d'abord vous tester sur une première séance découverte, peut-être un pack. Et puis, quand il y aura une demande des employés ou un vrai besoin, on se dira, ah oui, ça serait bien effectivement qu'on ait quelqu'un qui vienne régulièrement et qui soit à disposition des employés pour pouvoir faire quelque chose. Voilà. Mais ça existe. Et c'est quelque chose auquel vous devez aussi penser. Mon idée à moi, et que je vous partage, rentrer par la porte du one-shot et aller progressivement vers des packs et du long terme. Et quand vous serez à l'aise, peut-être au bout d'un an, quand vous aurez fait assez de prestations d'entreprise, vous pourrez proposer aussi aux nouvelles entreprises un pack de plusieurs séances dès le démarrage. Ça pourrait être possible. On peut vous demander, par exemple, si vous dites, voilà, je vous propose de faire... je vous propose effectivement de... Je reprends la sophrologie parce que ça me parle, je suis désolée. Mais on vous propose de faire de la sophrologie pendant 6 mois. Je viendrai 2 fois par mois pendant 6 mois. Avant ça, les entreprises elles vont certainement vous demander de faire une séance découverte. Donc, vous pourrez voilà, faire bénéficier d'une séance découverte. Alors, c'est vous qui verrez pour la tarification de cette séance, mais ça peut être intéressant. Hop. Mais c'est plus facile les prestations one-shot dans un premier temps. Voilà. Si vous vous lancez dans l'entreprise, vraiment essayez de faire des prestations comme ça. Hop. Donc, ensuite, je définis ma prestation. Et là, c'est important que vous la définissiez bien. Donc, le détail, qu'est-ce que je propose? Qu'est-ce qu'il y aura dans ma prestation, dans mon atelier, dans mon intervention? La durée, le temps nécessaire, mais aussi le temps de préparation. C'est-à-dire, avant de recevoir le monde dans la salle, combien de temps je dois mettre pour m'installer? Les besoins logistiques, mon matériel, la salle, les conditions techniques, etc. Tout ça, c'est important de vous poser ces questions-là avant de démarcher les entreprises, parce que si vous allez dans une entreprise, je ne sais pas moi, une entreprise où, en fin de compte, votre prestation ne pourra pas avoir lieu parce que la logistique ne le permet pas, bah, ne perdez pas de temps. C'est ça que je veux vous dire, quoi. Les bénéfices pour le client, ma capacité d'accueil. Donc la capacité d'accueil, bien sûr, elle est limitée par la salle, mais aussi vous. Est-ce que vous êtes prêt à intervenir auprès de 25-30 personnes? Ou est-ce que vous savez qu'au-delà de 15, vous n'y allez pas? Mettez-vous vos limites aussi. Limitez-vous aussi à ce qui est inclus et ce qui n'est pas inclus dans votre prestation. C'est-à-dire que si je dis que je fais une conférence, on ne va pas me demander de faire la réflexologie après à 15 personnes, quoi. Voilà. Ensuite, on définit les outils, donc les supports, les logiciels, les documents que je vais avoir besoin de fournir. Si effectivement je présente de l'aromathérapie, je vous conseille vivement de venir avec des fioles d'aroma. Si vous y allez à vide, ça va être beaucoup moins pratique.
Les suivis derrière, est-ce que je vais laisser des évaluations après ma prestation pour qu'on évalue ma prestation? Est-ce que je propose des accompagnements derrière? Est-ce que, voilà, toutes ces choses-là. Le forfait, la tarification, donc je dois définir ma prestation. Toujours cette grande question. Et ça va avec les frais kilométriques aussi. Comment est-ce que je définis mon tarif? Alors, il y a plusieurs réponses. La première, je vais calculer mon taux horaire. Votre taux horaire, s'il est de 50 € de l'heure, que vous intervenez 2 heures, ne vous dites pas que vous allez vendre votre prestation 100 €, parce que vous avez tout faux. Il faut prévoir aussi les frais kilométriques et le temps que vous mettez pour aller jusqu'à l'intervention. Donc, si ma prestation, elle fait 2 heures, mais que j'ai 2 heures de voiture aller-retour, il faut au moins que je demande 200 €. Ok, parce que ça vous sollicite 4 heures, et 4 fois 50, et bien ça fait 200. Posez-vous vraiment les questions effectivement de tarif horaire et soyez à l'aise avec votre tarif. Si effectivement, il y a deux choses pour être à l'aise. Le premier, c'est de ne pas être trop haut parce qu'on se dira je ne me sens pas légitime, je ne me vois pas me vendre 1000 € la journée. Ok, pas de problème. Ça s'entend. Et en même temps, il ne faut pas être trop bas parce que si vous allez vous déplacer toute une journée, pendant ce temps-là, vous ne faites pas de consultation, si vous avez perdu une journée de votre temps pour 200 €, bah, vous ne le ferez pas deux fois, hein. Vous allez vous dire, bah, finalement, j'aurais dû rester à la maison et puis j'aurais fait mes consultations, j'aurais gagné plus. Ne vous bradez pas trop, hein, non plus, hein. Alors, les entreprises, alors il y a différentes choses. Il y a les entreprises qui ont effectivement des moyens financiers que les associations n'ont pas. Quand on intervient dans le milieu associatif ou dans les collectivités, vous verrez qu'on ne peut pas faire les mêmes tarifs, hein, clairement. Après, il y a une autre option, je vais vous l'expliquer à l'oral. Les entreprises ont des fonds de formation qui s'appellent les OPCO. Et vous pouvez éventuellement travailler avec ces OPCO. La difficulté, c'est que pour pouvoir bénéficier du fonds de formation d'entreprise, il faut être certifié Calliope. Aujourd'hui, je pense qu'aucun de vous n'est certifié Calliope, je me trompe? Non, voilà. Mais il existe une solution, il faut quand même que je vous donne. Vous pouvez fonctionner avec un portage, c'est-à-dire travailler avec un organisme de formation qui, lui, est certifié Calliope, qui, lui, peut bénéficier des fonds de formation OPCO de l'entreprise et qui vont vous porter. Donc, finalement, vous allez être prestataire de cet organisme de formation. Alors, il vous prendra un pourcentage, évidemment, sinon c'est pas rigolo. Mais vous pourrez demander beaucoup plus. Pour comparer, à titre comparatif, une formation aujourd'hui vendue 400 € en direct avec l'entreprise, avec les fonds OPCO, je la vends 1200 €. Donc, je multiplie par 3. C'est horrible, hein. Je multiplie par 3. Bon, c'est un peu horrible. Mais après, voilà. Après, j'y intègre aussi d'autres choses supplémentaires, mais voilà. Parce que derrière, les fonds OPCO, c'est pas que c'est pas les fonds directs de l'entreprise, mais c'est comme votre CPF, quoi. C'est un fonds de formation qui est là pour l'entreprise, donc elle bénéficie de cet argent-là. Ok. Mais forcément, sur ces 1000 et quelques, il y a effectivement, il n'y a qu'une partie qui est reversée et en plus, ce portage va me prendre une partie. Donc, à moi, finalement, je ne vais pas toucher ce que je vais pas toucher 1000 €, faut pas rêver. Mais ça, c'est aussi un bon plan. Alors maintenant, grande question, je suis prête, j'ai fait mon offre, j'ai tout préparé, tout est clair dans ma tête, je sais combien je vais la commercialiser, mon offre, comment je communique dessus? Ah! Alors déjà, plusieurs choses sur lesquelles vous pouvez opter. Votre catalogue. On peut faire un catalogue de prestations en entreprise. Donc, il existe des catalogues en ligne. Il y en a qui sont gratuits. Donc, il y a Flipsnack, Creo, Publitas. Il y a Google Slide et il y a Calameo. Donc, ça, c'est pratique. Vous pouvez le faire si vous avez Canva. Ça vous parle à tous, Canva? Donc, Canva, c'est un outil pas très cher. Alors, il y a la version gratuite, mais après, on peut même aller sur une version pro.
N'hésitez pas à aller sur la version pro parce que franchement, ça offre beaucoup plus de support, hein. Sinon, la version gratuite est quand même limitée, je trouve. Et la version pro, alors il me semble que ça doit revenir peut-être à 8 € par mois, quelque chose comme ça. Plus, Stéphanie dit? C'est 12 € par mois. À Si on 12 € paye par mois. mensuellement, c'est 12 € par mois. Et si on paye à l'année, ça doit revenir effectivement à 10 € par mois. Alors, une petite option rigolote avec Canva, c'est que vous pouvez créer une équipe. Et à ce moment-là, vous en avez pour beaucoup moins cher. C'est-à-dire vous mettez à 5, parce qu'en fait, c'est des comptes entreprises, donc vous déclarez une entreprise et vous vous mettez à 5 thérapeutes, si vous avez un copain indépendant, ou voilà, et vous mettez à 5 et chacun paye une partie. Donc quand on est à 5, ben, du coup, ça permet d'avoir encore moins cher que 12 € par mois. Donc, je peux faire mon catalogue en ligne. Après, je peux choisir de faire mon flyer ou ma brochure si on aime effectivement le format papier. Alors, il n'y a pas que pour ça, il y a aussi si je vais faire du démarchage en porte-à-porte, je vais forcément avoir besoin de laisser une brochure ou un flyer. Ou si aussi je veux en laisser, je peux aussi laisser des brochures ou des flyers effectivement dans les commerces ou dans les endroits judicieux. Par contre, réfléchissez bien à où vous allez laisser vos flyers, ne pas en imprimer inutilement pour les mettre dans des endroits où clairement votre cible n'ira jamais. Attention donc au papier, puisque comme je disais, il y a certaines entreprises qui sont engagées dans une démarche RSE qui vont vous dire on ne veut pas de papier. Donc voilà. Hop, mauvaise pioche. La communication digitale, bah oui, aujourd'hui tout se fait sur le web, donc impérativement, s'il vous plaît, si vous vous adressez aux entreprises, vous avez une page professionnelle LinkedIn. On ne peut pas paraître professionnel si on n'a pas une image professionnelle sur la toile. Si vous n'êtes pas trouvable, parce qu'en plus, il y a de fortes chances quand vous allez prendre contact avec l'entreprise qu'elle aille vérifier sur Google, sur LinkedIn, sur votre site web, ce que vous racontez, quoi, hein. Et c'est là généralement où ça craint, d'ailleurs, parce qu'il faut aussi que toute votre communication, elle soit assez propre et qu'elle soit assez professionnelle, d'accord? Et ça, c'est important. C'est important, je vais en parler un peu plus après. Donc, on peut faire page professionnelle LinkedIn, pour moi, c'est juste obligatoire. Et sur le site web, donc deux solutions. Soit j'ai un site web qui est dédié à mes interventions en entreprise, en collectivité, en ce que vous voulez. Soit j'ai dans mon site web une barre, un onglet, en fait, qui s'adresse aux entreprises. Quand vous faites ce travail-là, par contre, je vous encourage vraiment à réfléchir aux mots-clés que vous devez intégrer sur votre site web ou sur votre onglet. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des entreprises qui m'avaient trouvé sur Internet, qui étaient allées directement. Il n'y a pas que des entreprises que j'ai démarchées, c'est des entreprises qui ont tapé, atelier de gestion, je ne sais plus quoi, hein, je dis une bêtise, mais peut-être atelier de gestion du stress sur tel secteur, paf, et ils sont tombés sur mon site Internet. Et ça, c'est une mine d'or pour vous parce que du coup, vous n'avez rien à faire. Donc, ce serait dommage de s'en priver, hein. Je vous conseille donc d'aller creuser un petit peu les mots-clés, de vous demander voilà, quels mots-clés doivent apparaître sur cette partie-là de mon site web ou sur mon site web pour les professionnels et de les faire apparaître. Vous avez des outils comme Google Keyword Planner. Alors, je vais vous noter, il doit y avoir un chat quelque part. Ah, il est là. Hop. Je vais vous noter cet outil Google Keyword Planner qui vous permet aussi de trouver les bons mots-clés à mettre. Par contre, il faut avoir un compte Google AdWords. Alors, c'est rien, hein, c'est juste un compte à créer, mais voilà. Donc, je vais intégrer effectivement à mon site internet, par exemple, un onglet où je vais parler de tous les bienfaits que ça apporte de m'appeler dans votre entreprise. De mettre peut-être des photos pour montrer, parce que c'est vrai qu'il faut aussi rassurer l'entreprise pour montrer qu'on est capable de s'adapter à tout type de public, à toute situation, montrer ce qu'on fait quand on va en entreprise. Et puis proposer mes packs, proposer mes interventions one-shot, ce que vous voulez, sur votre page qui est vraiment dédiée à l'offre en entreprise. Attention à être raccord sur tout.
Si j'ai un site web, entre guillemets, si j'ai un site web qui s'adresse aux particuliers, ou je vais vous donner un exemple, hein, mais je parle des problématiques féminines, je parle de ménopause, d'endométriose, je parle de toutes les problématiques féminines, j'en sais rien, ou la fertilité, et que dans mon site web, je mets un onglet entreprise où je vais dire faites appel à moi pour effectivement le sevrage tabagique de vos employés, on n'y comprend rien. C'est d'accord, c'est pas très clair. Donc posez-vous la question de ma vitrine web, est-ce qu'elle s'adresse bien à mon entreprise? Et si effectivement vous voyez que ça ne va pas coller, n'hésitez pas à faire une page à part pour les entreprises. Il vaut mieux. Il ne faut pas faire brouillon avec l'entreprise. Il faut paraître professionnel. Le réseautage peut aussi vous apporter beaucoup de choses. Donc, il y a plusieurs réseaux qui existent. Donc, les réseaux professionnels, il y en a tout un tas. Il y a bien sûr le BNI qui est le plus coûteux, mais qui est aussi celui qui marche le mieux. Il y a des Dynamics, des Dynabuy, des réseaux entreprendre. Il y a beaucoup de réseaux, des réseaux aussi qui existent dans les coworking ou dans les pépinières d'entreprise. N'hésitez pas à aller vers ces réseaux. Déjà, ça vous fera du bien d'être accompagné, d'être soutenu dans votre entrepreneuriat. Et en plus, ça vous permet de rencontrer d'autres gens qui pourront parler de vous, etc., etc. Mais bien sûr, c'est la même chose, quand on va vers ces solutions de réseautage, il faut déjà avoir le discours qui est rodé. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez fait tout le travail en amont. OK ? Travailler son image, extrêmement important. Donc, comme j'ai dit, j'ai donné l'exemple du site web, je vais donner aussi l'exemple du logo. Votre logo, alors si vous êtes, alors déjà le logo, quand on démarre son activité, on a un logo qui est bien propre à soi. Je vous ai montré des exemples, par exemple, de logos, donc à gauche du tiret de Gaëtan Lecchini, sophrologue, où les 3 logos qui sont à gauche sont des logos qui ne conviendront pas à l'entreprise. Alors, non pas que ça soit complètement déroutant, mais l'image pour une entreprise, ça va être un peu compliqué de se projeter à faire intervenir une personne qui a un logo rose comme celui qui est tout à gauche. Sauf si, bien sûr, j'ai une entreprise où il n'y a qu'un public féminin et que je veux une intervention pour la journée de la femme. Voilà. On peut avoir des logos, voilà, les logos un peu plus corporate, avec des couleurs qui parlent, moins de flashy, voilà. Ça va être des logos comme ceux à droite. Alors, ils sont moins fun, je suis d'accord, mais c'est la réalité. Pareil, les cartes professionnelles. Si j'ai une carte, effectivement, où il y a voilà, des dessins, des couleurs qui ne sont pas forcément très corporate, ça ne va pas laisser une bonne impression. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez avoir 2 logos. Moi, j'ai revu mon logo exprès pour effectivement avoir un logo qui s'adapte et aux particuliers et aux professionnels. Et j'ai donné aussi un nom d'entreprise, donc c'est un nom commercial, hein. Je suis toujours Sophie Garriero, naturopathe sophrologue, mais pour les entreprises, mon logo, c'est le même logo et c'est marqué Prana. Le nom de mon entreprise, c'est Prana. Donc, vous pouvez avoir un autre nom. Vous pouvez donner un nom à votre entreprise pour pouvoir intervenir en entreprise. C'est pas la même chose d'appeler en disant Sophie Garriero, naturopathe sophrologue, que de dire Sophie Garriero, intervenante en entreprise, société Prana. Le petit logo que vous voyez tout en bas à droite, le logo noir. Alors, moi, je ne suis pas fan du noir, mais c'est un exemple concret d'une personne proche qui est plus, mais qui était sophrologue. Elle avait exactement le même logo, donc coloré pour les particuliers. Et elle avait choisi ce logo-là, donc plus en noir et blanc, pour les entreprises. Donc, vous pouvez aussi faire une version tout simplement comme ça, où on garde la même... voilà. Après, attention au dessin, comme je vous dis. Les dessins qui sont faits sur votre logo ne sont pas forcément toujours adaptés à l'entreprise. Et si besoin, faites-vous accompagner par des graphistes. Ça aide. Hop, le site web, j'en ai parlé. Réseaux sociaux, ça, je voulais vous en parler. Si j'ai une page LinkedIn dédiée aux entreprises, c'est très bien, mais attention derrière. Donc, il y a la page LinkedIn qui est vraiment une page entreprise et il y a le profil.
Si sur mon profil, je crie au scandale sans arrêt, je dis des gros mots sur mon profil personnel, je montre, j'en sais rien moi, je montre à ma dernière soirée d'enterrement de vie de jeune fille où je suis complètement cuite, voilà. Bon, eh ben, c'est pas terrible d'avoir lié mon image personnelle à ma page professionnelle. Attention, moi j'avais vu une fille qui faisait ça, qui était coach féminine, qui passe son temps à dire des gros mots, à insulter, fuck la vie, fuck machin, fuck ceci, et qui, après, veut vendre des prestations en entreprise. Enfin non, en fait. Ok, ça peut pas passer. Attention au ton utilisé sur les réseaux sociaux de manière générale, parce que même si sur mon Facebook, mon Instagram, je parle aux particuliers, je ne parle pas aux professionnels, les professionnels, les entreprises peuvent tomber sur l'image que vous avez sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent être vraiment très intéressants aussi. Je m'adresse à l'entreprise, il va falloir que je montre que je suis experte dans ce que je fais. Donc, dans ma page LinkedIn Pro, il faut vous montrer votre domaine d'expertise. Vous pouvez également utiliser des chaînes podcast ou les chaînes YouTube. Ça se fait de moins en moins, mais ça se fait encore quand même. On peut faire des podcasts, on peut faire des chaînes YouTube pour parler de son domaine d'expertise. Ok. Donc voilà. Donc par exemple, si je suis spécialisée dans la prévention du burn-out, je vais parler du burn-out sur mes podcasts. Je vais parler du burn-out, je vais parler des signaux, je vais parler de comment on s'en sort, je vais donner des exemples de personnes qui s'en sont sorties. Il y a plein de trucs à communiquer. Et quand l'entreprise tombe là-dessus, elle dit, tiens, là on a quelqu'un, voilà, on a une vraie conférencière qui sait de quoi elle parle, je peux la faire intervenir en entreprise. On n'est pas obligé, hein, c'est des idées que je vous donne. Hein. Hop, qu'est-ce qui est marqué après? Et ben voilà, montrer son domaine d'expertise aux entreprises. Allez, petit moment de questions. Parce que là, j'ai fait que de parler. Est-ce que vous avez un petit peu des questions? Ou si tout est clair. Moi, j'en ai une. Pour vendre les offres, il faut passer par les RH ou il faut passer par quel réseau en entreprise? C'est là toute la problématique, on va le voir justement après. Je vais en parler de voir qui est l'interlocuteur, quel contact on veut. Ouais. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous arrivez à suivre? Allez, bon, je vais enchaîner justement pour pouvoir répondre. Je Ah, voulais juste avoir une question. oui. Oui, parce que je voulais quand même savoir que toutes les entreprises avaient plus ou moins euh, un psychologue, pratiquement un psychologue déjà chez eux. Ils ont aussi tout ce qui est au niveau de la santé de travail. Donc, les thérapeutes, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de plus par rapport à ça? Et je pense que le fait que les thérapeutes ne sont pas remboursables, ça peut aussi poser problème. Ah bah oui. Oui, oui, complètement. Voilà. Après, ça va être dans l'axe de travail aussi que tu peux proposer, Patricia, c'est que s'il y a déjà des psychologues, c'est vrai que ça peut être compliqué de venir en complémentarité, mais il faut que tu trouves l'axe de travail pour justement proposer quelque chose de différent. Même si je pose quelque chose de différent, c'est assez fermé. Ah oui? Mm. Qu'est-ce que tu proposes, par exemple, en entreprise? Alors, en entreprise, j'aime bien apprendre aux personnes l'autonomie et j'offre carrément des séances audio spécifiques dans la Médite Relax, par exemple, pour l'antistress, à ce niveau-là. Et bon, c'est intéressant dans le sens de dire, bon, on vous appellera quand, si besoin, quoi. Voilà. C'est pas forcément, je fais des différences par rapport à l'audio parce que j'apporte en fin de compte quelque chose aux salariés de s'auto-soigner avec autonomie. Donc, c'est un plus et qui n'est pas forcément compris. Alors déjà, il faut arriver à rentrer dans une prestation one shot. Il faut arriver à passer la porte pour déjà tester une première fois pour qu'après, ça puisse être dans une prestation de suivi.
Une découverte, Parce- quoi. Oui, exactement, il faut proposer. Et là, tu peux clairement proposer ça dans les journées un peu particulières, tu vois, te servir des événements en disant, ben voilà, Oui, ouais. là, c'est la journée de sensibilisation à tel truc. Allez, je vous propose justement de faire une demi-journée où je vais intervenir en groupe. Parce que ça, par exemple, les psychologues, ils sont là, généralement, c'est pour des rendez-vous individuels en entreprise qu'ils reçoivent dans leur bureau en entreprise. Oui, c'est-à-dire que je prends aussi la place des psychologues, donc c'est pour ça que... Voilà. Il faut pas, bah, du coup, il faut vraiment que tu axes ton offre sur autre chose que la psychologie et que tu offres quelque chose de différent qu'ils n'ont pas. Donc, commencer par une prestation en atelier ou en groupe. Vraiment. Oui, d'accord. Donc, bon, c'est... Ouais. Et le Est-ce que je fais payer, par exemple, cette découverte? Non? moi, je vous conseille quand même de la faire rémunérer, oui, parce que sinon, après, on fait du travail gratuit tout le temps. Enfin, c'est pas. Non, C'est non. ça, c'est ça. Et en plus, enfin, ça fait partie, c'est ce que je dis, ça peut faire partie d'une action en particulier qui rentre dans un programme plus grand. Ça peut être pris comme une action de formation. Donc, il faut vraiment le faire. Non, il faut le valoriser. Ouais. D'accord, ok. On peut faire une séance découverte. Alors, moi, j'ai jamais voulu faire des séances gratuites, quoi qu'il en soit. On peut le faire éventuellement, par exemple, voilà, quand on dit ben, je voudrais mettre en place une séance de sophrologie toutes les semaines, une séance de méditation toutes les semaines, mais avant, est-ce que vous voulez bien nous faire tester aux personnes décisionnaires? Là, on pourrait dire éventuellement pourquoi pas faire une séance découverte pour la mise en place après d'un contrat sur du long terme. Et encore que là, je trouve que c'est pas correct. Enfin, moi, personnellement. Ouais, d'accord, merci. De rien. Alors, on va parler de prospection et la première règle, c'est de définir votre cible. Donc, il y a plein de cibles possibles. Est-ce que je travaille avec des TPE, des PME? Est-ce que je travaille avec l'industrie? Est-ce que je veux travailler avec des sociétés de services plutôt? Est-ce que je veux travailler avec les associations, les collectivités, les grandes multinationales, voilà. Ou je peux aussi travailler avec la médecine du travail et il existe des organismes de formation qui vont faire aussi des interventions en entreprise. Donc voilà. Définir sa cible. Ça ne veut pas dire que vous pouvez aller partout, parce que justement, il y a peut-être des endroits où il faut réfléchir un peu à votre appétence à vous. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller là-dedans? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans le milieu associatif? Est-ce que je vais me sentir à l'aise? Moi, j'ai une amie proche qui a mis 2 ans à comprendre qu'elle avait absolument pas envie d'aller faire des séances auprès des hommes. Entreprise avec voilà, des équipes masculines, elle n'était pas à l'aise. Mais il faut arrêter, il ne faut pas essayer de prospecter, ça ne sert à rien, ça va pas se faire. Si on n'est pas aligné avec soi et qu'on est en train d'essayer de vendre un projet qui ne correspond pas finalement à soi-même, ça ne fonctionnera pas de toute manière. Donc d'abord, définissez bien votre cible, définissez aussi votre secteur géographique, c'est important. Et un domaine dans lequel bah, vous êtes vraiment à l'aise et vous avez une vraie plus-value. Merci. Moi, par exemple, au début, quand j'ai suivi ma formation, je m'étais dit, je vais travailler avec les EHPAD. Bon, au bout de 3 semaines de pratique, j'ai compris que les EHPAD, c'était pas fait pour moi. Voilà, simplement. Alors, prospecter, c'est quoi? Prospecter, pour moi, il y a 4 outils. Le téléphone, le porte-à-porte, l'emailing et les réseaux sociaux. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Au téléphone, on a un temps d'attention extrêmement limité. On peut tomber entre 2 rendez-vous, entre 2 mails, entre 2... Voilà. Hein. Le porte-à-porte, ça peut paraître très intrusif. L'emailing, généralement, c'est pas lu. Et quand c'est lu, il n'y a pas de réponse. Et les réseaux sociaux, ben, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, sur les réseaux sociaux, il y a tout le temps quelqu'un qui me demande qui veut me vendre ci, qui veut me vendre ça. Enfin, ça n'arrête pas. Donc, c'est quoi la clé? Et là, vous allez être surpris. Eh ben, on va mixer tous les outils. Et voilà. La réussite, elle ne sera pas juste au téléphone. La réussite, elle ne sera pas juste par de l'emailing. Vous ne pouvez pas attendre d'y arriver avec un seul outil. Il va falloir que vous mixiez les outils qui vous vont bien pour pouvoir y arriver. Ça veut dire vraiment que je vais avoir une démarche de prospection vraiment active et une vraie stratégie de prospection. Un vrai travail de fond. Première étape de mon démarchage. Donc, mon démarchage téléphonique, je commence par constituer ma base de données. Alors là, soit effectivement on connaît très bien les entreprises du secteur, soit on va faire des recherches sur Internet,
Le saut local fonctionne bien. Il y a des annuaires qui fonctionnent comme Compass ou société.com parce que ça permet aussi en plus de voir si la société elle est encore active. Le nombre d'employés. Moi, je sais qu'une entreprise où il y a moins de 10 employés, généralement, on ne fait pas intervenir, donc voilà, je vise plus. Il y a des magazines type Figaro Entreprises qui peuvent vous donner des informations sur les entreprises de votre secteur, la Chambre des commerces, etc. Je vais cibler par zone géographique, par secteur d'activité, par nombre d'employés, tout ce que vous voulez. Par contre, faites attention parce que ce sont les sièges sociaux qui décident de votre intervention ou pas. Donc, vous pouvez avoir une entreprise à côté de chez vous où il y a 100 salariés et ça paraît bien. Manque de bol, c'est décidé par la holding qui est en Angleterre. Voilà. Mon premier objectif de mon démarchage téléphonique, c'est uniquement d'avoir le bon contact et d'obtenir les coordonnées de la personne. Et c'est là où on se pose la question, c'est Marie-Agnès qui m'a posé la question, qui est le bon contact? Et bien là, c'est un vrai fourre-tout, c'est une vraie galère. Ça peut être la personne qui s'occupe de la qualité sécurité environnement, ça peut être le RH, ça peut être le gérant dans des entreprises un peu plus petites, ça peut être le responsable formation, l'infirmier quand il y a des infirmiers, le secrétaire du comité d'entreprise. Voilà, ça peut être toutes ces personnes-là. Donc généralement, quand on appelle la première fois, on ne sait pas. Allez, petite astuce, parce que généralement, quand on appelle, première chose, on a affaire à la secrétaire, à la réceptionniste, et elle, son job, c'est de faire quoi? De vous enquiquiner la vie. Donc, j'ai le droit à mon beau barrage secrétaire. Je vais vous donner plusieurs outils pour passer ce barrage secrétaire. Soit je vais jouer un rôle, donc soit je suis la personne pressée, donc avec un ton un peu autoritaire pour que l'appel semble urgent et qu'elle passe rapidement, d'accord? Ou au moins pour me donner, mais ça marche quand j'ai le nom du contact, hein, d'accord? Donc je vais appeler, puis je vais dire bonjour madame, voilà, bonjour Sophie Guerriero, Société Prana, passez-moi monsieur Dupont, s'il vous plaît. Voilà, donc là c'est assez ferme, assez rapide. Là elle va vous demander pourquoi vous appelez, et je vais utiliser un vocabulaire un peu technique. Ça concerne la mise en place des TMS Pro, les obligations de prévention des RPS. En gros, je suis en train de lui flouter le truc pour pas qu'elle comprenne de quoi je lui parle et qu'elle se dise « Ouais, ça a l'air important, je passe vite l'appel. » Première idée. Deuxième idée, elle va bien fonctionner, celle de l'égarer, pour quand je ne sais pas qui je dois contacter. Donc, n'hésitez pas. Et là, on va faire la personne un peu perdue, avec toute la gentillesse que vous pouvez avoir dans votre voix. Bonjour madame, vous pouvez peut-être m'aider. Voilà, je vous explique mon problème. Je cherche la personne qui va s'occuper de tout ce qui concerne la prévention de santé au travail. Alors des fois c'est les RH, des fois c'est les personnes qui s'occupent de la QVT. Est-ce que vous pourriez me dire chez vous avec quel service est-ce qu'il faut que je me mette en relation? Donc là, elle va peut-être vous demander, etc. Pourquoi Et là, il faut effectivement trouver un motif d'appel intéressant puisse aussi, elle, l'intéresser. Mais écoutez, c'est pour faire un point sur toutes les actions de prévention de sécurité au travail, pour tout ce qui est qualité de vie au travail des employés. Bon, elle est directement concernée, donc elle va vous dire qui c'est. Et là, j'ai au moins un nom, un prénom. Idéalement, elle vous passe, et sinon, elle vous donne juste un nom ou un prénom, etc. Si on vous dit envoyez déjà un mail à, j'en sais rien moi, rh@danone.fr, parfait. Vous pouvez juste me dire à quelle intention je mets ça? Voilà, pour obtenir le nom de la personne. N'oubliez pas qu'il vous faut au moins le nom de la personne quand vous raccrochez. On n'a pas forcément un rendez-vous, on n'a pas forcément la personne au bout du fil, mais au moins le nom de la personne. Troisième possibilité, l'amicale. Donc là, je suis le copain de ma secrétaire, avec un ton un peu amusant. Bonjour madame, comment allez-vous en ce beau lundi? Alors, dites-moi, justement, j'essaie de joindre le responsable QSE. Est-ce que vous pourriez me le passer? Vous seriez vraiment adorable. Voilà. On va faire un peu de théâtre. Je vais engager la réceptionniste ou la secrétaire pour qu'elle se sente concernée. On peut lui détailler ce qu'on va faire, d'accord? Écoutez, ça serait vraiment bien parce que j'aimerais bien qu'on voit ensemble ce qu'on peut mettre en place pour améliorer les conditions de travail des employés sur le site. Ça serait pas mal, hein. Vous en pensez quoi? Voilà. Ou alors, écoutez, ça serait super que vous me le passiez parce que dans quelques semaines, il y a la journée santé au travail ou la journée sécurité. Ça serait quand même sympa de faire des ateliers de détente quand même ce jour-là.
Et l'autre formule, c'est l'alerteur. Donc là, on est vraiment en mode alerte et il faut que la réceptionniste, elle ait l'impression que si elle passe pas l'appel, elle va faire une boulette. Il faut qu'elle ait l'impression vraiment que c'est important qu'elle passe l'appel. Donc là, c'est un ton plutôt ferme. Et on va dire, bonjour madame, pouvez-vous me passer rapidement monsieur Dupont, s'il vous plaît? En mode urgence. On parle vite, on se dépêche. Oui, c'est pourquoi je dois vérifier la mise en conformité de l'entreprise face aux obligations d'action de prévention santé. Voilà, quelque chose d'urgent. Bon, faut être à l'aise. Hein. Pour l'alerteur, il faut quand même être hyper à l'aise et pas avoir peur. Et puis, quand j'ai vraiment pas trouvé et qu'on n'arrive pas à trouver le nom, eh ben, on va aller faire des recherches sur Internet. Utilisez LinkedIn pour trouver le nom de votre contact. Donc, vous pouvez taper le nom de la société ou vous pouvez taper, par exemple, RH. Vous allez avoir tous les contacts RH. Vous tapez la ville, etc. Là, ça peut effectivement vous aider à préparer votre appel et espérer avoir la personne au bout du fil. C'est vous qui voyez. Donc, ça, c'est pour les appels. L'autre possibilité, c'est de faire de l'emailing. Donc, de manière, quoi qu'il en soit, vous serez obligé de faire de l'emailing. Parce qu'une fois qu'on a la personne au bout du fil, à 99%, elle vous dit « Envoyez-moi un mail ». Donc, on va éviter « Je me présente, je suis Sophie Gaillero, naturopathe, je propose des ateliers, blablabla. » Elle s'en fiche, l'entreprise, elle reçoit 150 mails par jour. Donc, il faut que je lui parle. Vous vous souvenez? Lui parler avec un vocabulaire qu'elle comprend. Mon titre, ça serait par exemple trop d'absentéisme, difficile de garder des équipes motivées. Quelles sont vos actions de prévention pour 2025? Avez-vous déjà planifié votre journée sécurité pour 2026? Voilà. Et puis je vais informer, par exemple, saviez-vous que l'entreprise doit proposer des actions de prévention RPS sous peine d'amende? Hop. Un titre percutant, nouvelles actions de prévention de santé. Bon, ça peut finir en spam, attention. Voilà. Je vais donner 2 ou 3 actions dans mon mail. Et je vais donner le lien de mon catalogue, par exemple, ou mon lien de mon site internet. C'est pas la peine de faire des placards dans l'emailing parce qu'il ne sera pas lu. L'idée, c'est d'avoir des phrases assez simples. Maintenant, on est très tiré. Hein. Vous pouvez utiliser ChatGPT aussi pour arriver à structurer votre mail. Hop, c'est des tirets. Trop d'absentéisme, trop de problèmes de ci, trop de burn-out. Allez, je vous propose mes ateliers qui font ci, ça, 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 ça. Cliquez ci-dessous pour découvrir toutes les prestations. Et c'est bon. Le mailing vient en général en complémentarité des appels. Je ne peux pas attendre une réaction de l'emailing et d'ailleurs, je vous l'ai marqué là, ne rien attendre en retour. Mon emailing, il va juste venir soutenir mon premier appel et il va me servir de rebond pour rappeler la fois d'après, pour dire « Vous avez reçu mon mailing de la semaine dernière ?» Non, oui, vous ne l'avez pas lu. Bah, attendez, si vous voulez, regardez, je vous laisse regarder si vous êtes devant votre écran. Comme ça, vous aurez accès directement à mon catalogue que je vous ai envoyé la semaine dernière. Et là, je peux argumenter au téléphone parce que j'ai envoyé le mail la semaine dernière avec mon catalogue. Mais clairement, on répond presque jamais aux mails. Alors, le réseau LinkedIn, c'est pareil, ça peut être une vraie démarche de prospection. Si effectivement on le fait bien, c'est tout à fait réalisable. Mais c'est pareil, c'est toute une technique. Donc, on peut aller rechercher des contacts. Moi, aujourd'hui, ce que je m'amuse à faire, donc, je recherche des contacts qualifiés. Donc, je cherche la personne. Quand je n'ai pas le nom de la personne, je recherche son poste, son entreprise. Je trouve, tiens, oh, lui, il est RH dans telle société à côté de chez moi. Oh, ben, je vais me connecter. Je vais faire une demande de connexion sur LinkedIn. Et j'utilise ma page LinkedIn pour publier au moins une fois par semaine des choses pour que cette personne, toutes ces personnes que je veux prospecter, voient ce que je fais. Au bout de quelques semaines, quand j'ai nourri suffisamment mon profil, je vais envoyer un petit message en direct à ces personnes qui se sont connectées à moi pour leur dire « Tiens, si vous voulez, je propose un nouvel atelier dans votre entreprise » ou « Tiens, qu'est-ce que vous avez prévu pour le mois sans tabac ?» etc. Donc, je pourrais faire de la démarche écrite sur LinkedIn une fois effectivement que je me suis connectée aux bonnes personnes. Il faut être à l'aise avec LinkedIn en tout cas et ça, faut pas hésiter. Hop! Quand j'arrive à avoir au téléphone la personne et que je vais pouvoir donc argumenter, ce qu'on appelle le contact argumenté, j'ai
plusieurs problématiques. C'est déjà mon timing. Comme je vous dis, on a très peu de temps au téléphone. Ou alors, quand vraiment, la première chose, c'est quand on décroche, c'est demander qu'on ne dérange pas. Si on dérange, ben, bougez pas. Vous voulez que je vous rappelle quand? Demain, à telle heure, ça vous va? Voilà, calez un rendez-vous téléphonique, vous aurez plus de disponibilité. On vérifie la qualité du contact au téléphone. C'est bien vous, le responsable des ressources humaines? C'est vous qui mettez en place les actions pour la sécurité au travail? Ah ben non, c'est pas moi, c'est mon collègue. Ah, bon, ben, voilà. Vérifiez déjà le contact. Ensuite, en 1 minute, je dois être capable d'introduire mon appel et d'accrocher tout de suite mon interlocuteur. Donc, ça va être voilà, très rapidement demander, bah, écoutez, je me permets de vous appeler pour tout ce qui est prévention des RPS. Je me demandais un petit peu ce que vous faisiez, ce que vous avez mis en place ou ce que vous comptiez mettre en place l'année prochaine. Et là, on va être dans une phase d'écoute. Pendant 1 à 2 minutes, il faut que vous soyez bien à l'écoute. Notez un maximum d'éléments sur ce que la personne va vous dire. Faites parler. Rendez-vous commercial qui soit en physique ou au téléphone, ce qui va être important, c'est de faire parler. Vous devez plus faire parler que parlez-vous, en fait. Et si vous finissez le rendez-vous en disant, tiens, elle a plus parlé que moi, c'est positif. Ensuite, une fois qu'on a écouté les besoins, on va pouvoir se présenter. Et là, on ne va pas s'amuser à présenter tout le catalogue d'activités. Elle vient de vous parler pendant 1 à 2 minutes. Elle vous a certainement dit, et il faut essayer de trouver la brèche. En gros, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a des choses de planifier? Est-ce que ce n'est pas encore planifié? On a peut-être demandé, vous avez quoi comme problème en ce moment? Vous avez beaucoup de burn-out, vous, dans votre entreprise? Oh ben non, pas trop. Oh ben par contre, ça se bastonne beaucoup sur le parking. Ah, bon. Bon, et ben là, je vais présenter mon activité, mais je vais tout de suite axer ma présentation sur la problématique qu'elle m'a évoquée juste avant. Je ne vais pas donner mon catalogue entier. Je vais juste lui parler d'une prestation ou de deux. Il faut bien cibler parce qu'on a peu de temps. Et mon objectif, quand j'ai un contact argumenté, c'est d'obtenir un rendez-vous. Je répète, premier appel, je cherche mon contact. Deuxième appel, quand j'ai mon contact argumenté au téléphone, je cherche un rendez-vous. Je cherche toujours pas le devis signé, hein, pas encore. Hein. Donc, je prends un rendez-vous avec la personne. Écoutez, je vous propose de venir vous voir. Comme ça, vous allez pouvoir m'évoquer un petit peu les problématiques que vous avez dans l'entreprise. Et moi, je vais voir comment je peux vous accompagner. Je ne viens pas vendre une prestation, je viens répondre à une problématique. Mon schéma, il est simple. Première étape de ma prospection, je constitue ma base de données. Donc, par les annuaires, par LinkedIn, pourquoi pas. Ma deuxième étape, j'appelle au téléphone ou je fais du porte-à-porte. N'ayez pas peur du porte-à-porte parce que si vous y allez avec une énergie positive et avec le sourire, vous serez bien reçu. D'accord? Et ça peut être aussi d'avoir laissé un flyer, une brochure et puis de rappeler derrière. Au moins, on saura que vous êtes déplacé. Troisième étape, j'envoie un mail. Que ça soit après le porte-à-porte ou que ça soit après le téléphone, on envoie systématiquement un mail et ça permet de garder le catalogue de vos prestations dans le mail. Et quatrième étape, je relance. Je suis sûre que pour la plupart d'entre vous, vous n'avez fait qu'une ou deux étapes de ces 4 étapes et c'est pour ça que ça ne marche pas et que vous n'arrivez pas à rentrer dans les entreprises. Malheureusement, il faut les 4. Et il faudra relancer. Donc, on relance. Quand on en a envoyé un mail, on compte aller 8, ouais, généralement 10 jours après pour rappeler. Maintenant, ce qui va être important, quand on veut vraiment rentrer dans l'entreprise, et ce qui a fait que moi, ça a marché et que ça peut marcher pour vous, c'est que c'est une démarche que j'ai eue tout au long de l'année. Je n'ai pas fait ça pendant un mois en disant « Ah, ça ne marche pas terrible, j'arrête ». Non, je fais ça tout le long de l'année. Et aujourd'hui, ça fonctionne tout seul parce que maintenant, les entreprises me connaissent, parce que j'y suis allée, parce que j'ai développé le réseau. Mais les premières fois, il va falloir le faire tout au long de l'année. Donc, c'est un petit planning pour vous donner un ordre d'idée, mais je cherche toujours une excuse à rentrer en contact avec l'entreprise. Parce que le jour où l'entreprise aura un besoin, il faut qu'elle pense systématiquement à vous et pas à un autre. Comme je vous dis, on est nombreux les thérapeutes à vouloir rentrer en entreprise, donc ils sont souvent sollicités. Maintenant,
ben, il faut qu'ils se souviennent de Catherine. Ah oui, ah oui, ah ben, tiens, j'ai besoin de quelqu'un. Ah ben, je sais que Catherine elle m'a envoyé un truc il n'y a pas longtemps et je pense à elle. Et je ne penserai pas aux 15 autres qui m'ont envoyé un mail une fois dans l'année ou qui m'ont appelé une seule fois dans l'année. Donc, c'est un exemple, mais par exemple, voilà, je démarre ma prospection, admettons, au mois de juin, je fais mes premiers appels, non, au mois de mai, je fais mes premiers appels, j'envoie mes mails fin mai, paf, début juin, je relance ma prospection. Bonjour, je vous ai envoyé un mail, etc. Tout ça, vous l'avez reçu, je voudrais reparler. Planifiez ça toujours très bien. Vous avez appelé, il n'est pas disponible. Quand est-ce que je peux le rappeler? Semaine prochaine, il est là? Plutôt le mardi, le mercredi? Plutôt le mardi matin. Et on se note dans son agenda, je rappelle mardi matin. Je rappelle, je relance au mois de juin. Et puis ben, en été, je vais appeler pour prospecter, pour parler effectivement de la semaine de la santé au travail qui a lieu au mois d'octobre. Ça se prépare plusieurs mois en avance, hein, les actions comme ça spécifiques. En septembre, j'envoie un emailing pour mon offre semaine de la santé au travail. Je propose un pack spécial, atelier, j'en sais rien moi. Voilà, être un atelier avec un nom sympa, 2 heures de trucs, peut-être, voilà. Hop, j'envoie mon emailing. Derrière, je rappelle. Je vous ai envoyé un emailing de la semaine de santé au travail. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez déjà prévu quelque chose? Le mois d'après, j'envoie un emailing pour le mois sans tabac. Au mois de novembre, j'envoie un emailing pour l'offre de bien-être pour de fin d'année. Tiens, ah oui, fin d'année, voilà. Tiens, fin d'année, cadeau de fin d'année, soirée de Noël, etc. Faites une méditation, les constellations pour la fin d'année, je ne sais pas, ou au contraire pour le début d'année, pour mieux anticiper l'année qui arrive en janvier. Faites appel à moi pour les constellations. J'envoie des mailings promotionnels, j'envoie à chaque événement et je continue mes appels téléphoniques entre chacun. Il faut compter, voilà, il faut qu'il y ait un contact téléphonique presque tous les mois. Contact téléphonique ou email, que vous soyez tous les mois à peu près présent. Et c'est la clé, c'est ça qui fera qu'on pense à vous et pas à quelqu'un d'autre. Pour prospecter les entreprises, il faut que ça soit une priorité dans votre timing. Si effectivement vous remettez ça tous les jours en disant bon allez, aujourd'hui j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire, je remets ça demain, je remets ça la semaine prochaine, je remets ça la semaine d'après, vous n'y arriverez pas. Il faut vous allouer vraiment des créneaux dédiés dans votre agenda. Par exemple, c'est tous les mardis après-midi, je passe des coups de fil de 2 heures à 4 heures. Allez, paf. Quand on appelle, on évite les lundis matins, c'est les jours de réunion. Les mercredis, les mamans ne sont pas là. Et les vendredis après-midi ou les vendredis où c'est du télétravail. Idéalement, lundi après-midi, mardi, jeudi. Même pour le porte-à-porte, hein, c'est pareil, même règle. On prépare bien ces outils, donc au maximum le catalogue en ligne, le script, hein, si vous avez besoin d'un script pour savoir un peu ce que vous allez raconter au téléphone dans un premier temps, vous pouvez vous faire un petit script. Un tableau de suivi, très très important, vous faire un tableau de suivi pour savoir à quelle date vous avez appelé telle entreprise, à quelle date vous devez la rappeler, à quelle date vous avez envoyé l'emailing, parce que ça, il vous demandera au téléphone. J'ai pas reçu votre mail, vous me l'avez envoyé quand? Faites des templates aussi, des emailings. Donc, c'est-à-dire, je prépare un mail avec mon texte pour présenter mon entreprise, mes activités et mon catalogue. Hop, il est tout prêt. Je pourrais le transférer facilement à toutes les entreprises que je contacte au téléphone. Facilitez-vous la vie comme ça. Et le plus dur, c'est de rester motivé au fil des semaines et des mois. Dites-vous que les personnes que vous contactez aujourd'hui, il y a forte possibilité que les entreprises, elles fassent appel à vous d'ici 8 mois à peu près. C'est rare qu'on tombe pile poil au moment où il y a besoin. Donc, il faut rester motivé. On peut faire la prospection en binôme. Il faut se fixer des objectifs raisonnables. Donc, ce n'est pas forcément se dire que d'entrée de jeu, on va faire 10 entreprises par an. Voilà. C'est peut-être se dire, mon objectif aujourd'hui, c'est d'appeler 20 entreprises dans l'après-midi. C'est d'obtenir 10 contacts, 10 emails. Fixez-vous des petits objectifs parce qu'en plus, ça va booster un peu votre dopamine d'avoir atteint effectivement un premier petit palier, puis après un premier deuxième. Puis après, l'objectif, ça sera d'avoir envoyé un devis. Ah, j'ai fait un devis, c'est formidable. Bon, il n'a pas été signé, mais au moins je l'ai fait. Surtout, restez motivé. Et si besoin, vous pouvez vous faire coacher.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce moment-là, sur la démarche de prospection? Évidemment, je suis en retard. Non, tout va bien. Alors, je vais passer à la suite, qui est normalement la dernière partie. Ce qui est aussi important après, c'est de créer un lien durable avec l'entreprise. Donc, parce que comme je vous ai dit, souvent, vous allez avoir des prestations de découverte, de one-shot pour un événement particulier. On va vous appeler pour la journée de la femme, vous allez faire une journée. On va vous appeler pour la journée de l'environnement. Ah oui, Alain, journée de l'environnement, il faut noter ça. Voilà. Les journées d'environnement ou des choses comme ça, et des entreprises qui sont notamment engagées avec la RSE, qui font des actions pour l'environnement et qui souvent allouent une journée en entreprise pour l'environnement, par exemple. Donc, je vais intervenir une fois, très bien. Après, je fais comment? Parce que je ne vais pas en rester là, on vous a ouvert la fenêtre. Ben, ça serait bien maintenant qu'on vous ouvre la grande porte principale. Ne gâchez pas les choses. Là, il va falloir y aller, sérieusement. Donc, une fois effectivement que je suis rentrée dans l'entreprise, c'est l'occasion de transformer l'essai en une prestation plus régulière. Donc, il faut déjà bien faire la première prestation. Pour ça, ça va être de bien préparer votre intervention en entreprise. Donc, une semaine avant, je vérifie les conditions de mon intervention. Il faut que ça soit une réussite. Votre one-shot doit être une réussite pour qu'après, ça soit quelque chose de plus régulier. Donc, une semaine avant, j'appelle mon contact, je vérifie les données, je vérifie qu'il y a la salle, qu'il y a le matériel que j'ai demandé, je vérifie les groupes, je vérifie le profil. Ça peut être très important de savoir quel est le profil des participants. Est-ce que ce sont des groupes hétérogènes ou homogènes? Est-ce que j'ai que des dirigeants? Est-ce que j'ai des employés? Est-ce que j'ai des... Voilà. Est-ce que j'ai que des chauffeurs routiers? Allez parler de nutrition à des chauffeurs routiers, je vous assure, c'est rigolo. Renseignez-vous aussi de la manière avec laquelle ils adhèrent à cette journée. Est-ce que ce sont des participants qui sont volontaires ou est-ce qu'ils ont été obligés de venir? C'est sûr que c'est pareil. C'est pas tout à fait le même auditoire quand ils sont forcés à venir. Le jour J, là, je compte sur vous pour être le plus professionnel possible. Soyez positif, soyez souriant. Détendez-vous, passez un bon moment. Si vous êtes tendu comme un arc, vous risquez de ne pas y retourner. Il faut être à l'aise. Vous êtes là pour transmettre aussi vos connaissances. Vous êtes là pour transmettre tout ce que vous savez et tout ce qui peut les aider. Donc, allez-y en faisant un vrai don de soi. Pensez à être professionnel, testez vos équipements avant, testez vos présentations avant et pensez à laisser des traces de votre passage. On laisse des cartes, des flyers, des livrets, des petits cadeaux, ce que vous voulez. Mais laissez quelque chose et laissez vos coordonnées pour que les personnes qui vous ont vu dans un groupe puissent vous rappeler derrière. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de vous adapter au public. Voilà. C'est très compliqué de parler de calinothérapie, de sylvothérapie à des professionnels du BTP. Donc, on n'en parle pas. N'en parle pas, vous allez passer pour des hurluberlus, c'est pas la peine. Adaptez-vous donc au public et aux attentes de l'entreprise et soyez très 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 à l'écoute. Mêlez-vous aux gens, aux participants. Intéressez-vous à eux, faites-les participer, que ce soit des ateliers, essayez de les faire participer. Et c'est aussi une occasion, quand vous y allez la première fois, même si vous n'y allez qu'une heure, c'est l'occasion de vous informer sur l'entreprise et sur ses besoins. Parce qu'après, derrière, vous pourrez proposer des prestations de suivi et de long terme pour eux. C'est ça la clé. Satisfaction client avant tout, on envoie un petit mail de remerciement, on peut faire un questionnaire de satisfaction pour demander les avis et surtout débriefer par téléphone avec la personne qui vous a fait intervenir. Montrer que vous êtes content, que ça s'est bien passé. S'il y a des choses qui ne se sont pas bien passées, entendez les remarques et essayez de vous améliorer. Alors moi, j'ai eu affaire à des trucs qui m'ont beaucoup déstabilisé les premières fois. J'ai eu des entreprises qui m'ont fait transmettre des questionnaires de satisfaction qu'ils avaient donnés aux participants. Et j'avoue que je m'y attendais pas. J'ai été notée sur ma prestation, je m'attendais pas à ça. Mais ça peut faire partie du truc. Ensuite, vous allez pouvoir faire des propositions. Donc,
Créer un suivi. N'en restez jamais là. Si vous avez fait une seule prestation dans une entreprise, ne restez pas là-dessus. Proposez des actions complémentaires à votre première intervention. Je suis intervenue, on a fait une conférence sur le stress. J'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui étaient intéressées. Est-ce que ça serait pas bien qu'on fasse des ateliers de groupe pour vraiment maintenant donner de la pratique, puisque j'ai fait une conférence, je propose derrière une prestation de pratique. Je vais rebondir sur d'autres événements. Ah ben quand je suis venue, j'ai vu que vous prépariez la fin d'année, vous faites une soirée spéciale Noël. Voilà. Et faire aussi des propositions de services en accord avec ce que vous avez vu, entendu ou compris de l'entreprise. Qu'est-ce que j'avais fait, moi vous êtes allé faire une intervention d'entreprise, ça s'est pas très bien passé, puis vous avez compris qu'en fait, il y avait une rupture de dialogue entre les dirigeants, les managers et puis les salariés. Derrière, vous pouvez peut-être proposer une prestation là-dessus. Hop, le cercle vertueux, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu la même idée. Même après une prestation, on garde le contact avec son interlocuteur d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà, quand on commence, la première fois, on fait du démarchage téléphonique, un mail de présentation, une rencontre, une visite, un devis. Derrière, on a une intervention. On continue le cercle, on débriefe, on envoie des supports, on donne les nouveautés par mail et on rappelle. Vous vous souvenez, je suis intervenue il y a 3 mois, etc. Bon, je voulais voir avec vous du coup si dans 2 mois, on ne peut pas prévoir un petit truc. Gardez le contact C'est exactement la même slide que je vous ai parlé tout à l'heure dans la prospection. On garde un contact régulier. Même si aujourd'hui ils n'ont pas besoin, il faut que demain, dans un mois, quand il y aura un besoin, ils pensent à vous. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Tout va bien. Je vois que vous prenez des notes. Si je ne vous ai pas perdu, je suis contente. Alors, en conclusion, je pense que là, vous avez pas mal d'outils. Vous vous rendez compte vraiment que c'est un vrai travail. La prospection en entreprise, c'est un vrai travail. Il faut, si vraiment vous le faites, il faut vraiment vous mettre ça comme un créneau dans votre semaine où vous ne prenez pas de consultation, vous ne faites pas autre chose et où ça fait partie finalement des actions. D'accord? C'est un vrai projet de vouloir rentrer dans les entreprises et comme on est nombreux à vouloir le faire, eh ben, ça va être un travail un peu long et il faut vraiment le considérer comme une priorité pour que ça fonctionne. Néanmoins, ça marche. Ça fait plusieurs mois souvent avant d'intégrer l'entreprise. Une fois que les portes sont ouvertes, moi je peux vous le dire parce que la première année a été compliquée et la deuxième année, je ne prospectais plus parce qu'on m'appelait directement. Parce qu'en plus, les entreprises parlent entre elles. Il y a du mouvement d'employés. Des fois, c'est ça qui est drôle. Quand on le fait sur plusieurs années, moi, je suis intervenue dans une entreprise où le directeur QVT, en fait, il était là. Et puis l'année d'après, il a bougé dans une autre entreprise. Bah, du coup, il m'a appelé. Du coup, Banco, j'ai continué d'intervenir dans l'ancienne entreprise où il était et je suis intervenue dans la nouvelle entreprise. Et entre eux, ils se parlent, ils se connaissent parce que des fois, ils ont suivi la même formation, parce qu'ils font partie des fois de certains réseaux, etc. Donc, les entreprises peuvent aussi se parler entre elles. Vous pouvez leur demander, quand vous avez une bonne prestation d'entreprise, que le client il est content, passer un coup de fil 3 semaines après un mois, lui disant, écoutez, est-ce que je peux vous demander peut-être de me recommander si ça s'est bien passé pour vous, que vous êtes content de ma prestation, n'hésitez pas à recommander à d'autres entreprises, à vos confrères. Voilà. Et voilà, maintenant c'est à vous de jouer avec vos outils. Mettez bien en place les choses dans le bon ordre. D'abord votre offre, répondez à toutes les questions que je vous ai posées, constituez bien votre offre. Prévoyez après vos outils, donc que ce soit les supports, que ce soit les supports aussi de prospection, les catalogues, etc. Et quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir démarcher et le faire bien correctement avec un planning qui est bien constitué. Ça va? Bon. Est-ce que je me fais taper sur les doigts par par Jessica et par Lucas? Non, ça va. Si ça déborde, c'est qu'on a eu plein d'infos, donc c'est toujours cool.
Tout le monde, est-ce que ça va? Est-ce que vous voulez peut-être voilà, peut-être un petit mot de la fin de chacun? Est-ce que vous avez eu suffisamment de contenu? Vous n'avez pas perdu? Ça va? Ouais. Stéphanie, ça t'a plu du coup? Top. Patricia, ça t'a apporté aussi des choses du coup? Impeccable. Élodie, je la vois pas, mais je fais beaucoup. Oui, oui, très intéressant. Merci beaucoup. Euh, Plein de bonnes petites clés à utiliser. Je sais que pour ma part, les mails, j'avais beaucoup de mal à relancer parce que j'ai toujours cette peur de déranger. Et je sais que c'est pas du tout une position à avoir quand on veut travailler en entreprise. Et donc, c'est vrai que d'écouter, ça motive en fait aussi. Bon, ouais, c'est bien, c'est Ouais. super. Merci. C'est rien. Catherine, est-ce que tu te sens prête? Ah ben, j'ai tout appris là, ça y est. C'est tout ce qu'il me manquait. Donc vraiment un grand merci. Super. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, c'est ça. Il y a mon Alain, un peu de piste aussi? Oui, oui, merci. Oui, oui. Bah, j'avais, comment dire, déjà des contacts avec certaines entreprises où j'ai vraiment moyen d'avoir ma place. Et là, pour le coup, ça a bien éclairé les objectifs et des prestations aussi, des possibilités de prestations. Bon, bah, génial. Top. Marie-Agnès, est-ce que ça a été? Ouais, ouais, c'est très complet. Maintenant, il n'y a plus qu'à. C'est ça, il n'y a plus qu'à. Exactement. Donc maintenant, ben voilà, il n'y a plus qu'à. À vous de planifier tout ça tranquillement. Vous ne mettez pas trop de pression pour autant, mais voilà. En tout cas, j'espère que ça va progresser pour vous et puis que ça va vous aider. Bien, ben merci en tout cas à tout le monde. Merci d'avoir participé. Merci aussi à ceux qui regardent le replay, en tout cas. Euh, je vous souhaite en tout cas ben, une belle continuation et de belles prestations en entreprise, je l'espère à tous. Voilà. Merci Merci pour toutes beaucoup. ces infos. Merci. Merci beaucoup. Merci, belle journée à tout le Bonne monde. Au Bonne revoir. journée. Au revoir. Au 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 revoir. 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 Au revoir. Il reste Lucas. Et Ophélie. Ah, bah du coup, Jessica est partie. Mince.